J'ai pas de montre aujourd'hui, donc je dois casser ma montre ce matin. J'ai pas d'y aller. Pour le moment, je ma voiture hier. J'ai failli tuer la moto. Ouais, couper la route à la motocycliste. Je l'ai pas vu. Ça, il n'est pas trop blessé. La voiture, par contre. Voilà, je vous propose que, bon, on n'attende pas le quart d'heure académique, puisque il y a aussi pas mal de gens qui sont en vidéoconférence. Michael, ça fonctionne ou bien pas encore? On va encore attendre 2 minutes parce que on a dû installer, donc je propose quand même d'attendre 5 minutes académiques, comme on dit. Je vais peut-être déjà vous présenter. Ah, mais non, pour ceux qui sont là aussi, ce qui sera intéressant, c'est de leur présenter. Pour toi. Ça, je reconnais. Je peux y aller, Michael? Oui. Ben voilà, merci à vous tout d'abord d'être présent. Merci à Madame la chef de cabinet de la ministre Jodogne. Merci à Isabelle Fontaine et merci à vous tous d'être là aussi pour cette présentation. C'est déjà la 5e, je pense, qu'on fait et chaque fois on évolue un petit peu là, ce qui nous aide bien depuis quelques années déjà, maintenant quelques mois, bientôt 1 an déjà qu'on travaille ensemble. Donc, vous avez Thierry Oueren qui travaille au projet Lama, qui est médecin, qui travaille une partie aussi. Vous avez aussi du personnel qui travaille avec nous, tel que Alexis Oueren Van Severen, pardon, qui gère tout ce qui est aspect, ça va aller, je vais mettre les affaires à place, qui travaille plus particulièrement sur le côté néerlandophone, puisque ce programme sera un programme qui permettra de toucher les 2 parties, communauté française, bien entendu, mais aussi plus tard la communauté flamande. Christophe qui vient de rejoindre l'équipe qui sera le helpdesk, et donc celui que vous aurez au téléphone de 8h à 20h. Bon, on se partagera un petit peu. Vous avez Michael Van Antwerpen qui est aussi informaticien qui est derrière, et c'est lui à la sono, je dirais, aujourd'hui. Et Adeline qu'on vient de recruter aussi, c'est son premier jour qui va s'occuper de la communication et qui reprend la main, c'est Adeline Sicard. Vous voyez que l'équipe s'étoffe parce que le projet aussi de plus en être ambitieux et donc il y a besoin et nécessité de pas mal de moyens. Moi, je vais vous introduire assez rapidement les choses de manière un peu humoristique, un peu à ma méthode. Et donc, il était une fois la médecine, dans le temps, ça se passait comme ça. Tout ça a évolué avec, bien entendu, déjà toute une série de programmes informatiques qui existaient, Medigest, le Généraliste, Medidoc, et vous savez aussi un opérateur qui a commencé à racheter aussi quelques programmes, qui est CareConnect, qui a amené toute cette réflexion autour de Corylus et aussi cette prise en compte du fait qu'il fallait qu'il y ait aussi un secteur non marchand, en tout cas associatif, qui reprenne les choses en main pour que nous puissions être maîtres et pas dépendants nécessairement d'une structure privée. Alors, un peu la genèse, il y a Precare. Precare, c'est le programme des maisons médicales. Il y a beaucoup de maisons médicales qui sont présentes, je suppose, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des centres de santé mentale? Est-ce qu'il y en a 1 ou 2? Autre chose, peut-être, les centres de planning, ça ils connaissent, donc il n'y en a pas. Non. Ambulatoire, toxicomanie. Toxicomanie, voilà, c'est bienvenu. Vous avez donc Jade, qui est le programme qui a déjà été financé par la COCOF pour le développement de tout ce qui est des centres de planning
et ça fonctionne maintenant déjà depuis 3-4 ans. Et le petit frère de Jade qui est Opal pour la Fédération des services sociaux, j'y viendrai tout à l'heure aussi dans le cadre des partenaires. Et demain, il y aura Topaz, qui sera, je veux dire, le logiciel qui devrait remplacer à terme de 2 ou 3 ans maximum l'ensemble de tous ces programmes, en sachant que Precare, ça sera déjà dès cette année. Jade, sans doute, dans le courant de l'année suivante, voire celle d'après, en fonction de l'évolution. Valeurs et engagement, je vais passer la parole à Géry. C'est sa partie, lui qui l'a pondu et c'est lui qui la présente. Comment j'avance bien? À droite, là. Ok. Donc, moi, je n'ai plus fait cette présentation depuis un moment, mais disons, au cœur de ce projet, il y a une vision holistique de la santé, et donc pas seulement ces déterminants médicaux, aussi ces déterminants sociaux, pas seulement ces déterminants biologiques, je veux dire aussi ces médicaments, ces déterminants sociaux, le vécu des personnes, et une évolution des conceptions des soins vers une approche transdisciplinaire qui inclut le patient dans le cercle des personnes qui vont prendre la santé en main, avec cette conception aussi qui doit s'adresser à la dimension de santé publique. S'occuper de sa santé, c'est en fait s'occuper de la santé de tout le monde. C'est ce qui explique qu'on devait vraiment avoir un autre outil, d'autres outils que les logiciels médicaux classiques qui sont très médico-centrés et qui formatent fort les pratiques par rapport au cabinet de médecine générale classique. Et donc ça ne répondait pas aux besoins d'une série d'acteurs qui travaillent dans des équipes pluridisciplinaires, qui travaillent sur des segments de la population qui sont parfois moins repris par la médecine générale classique. Mais ça rejoint aussi une tendance croissante actuellement à un besoin de travailler ensemble aussi pour le médecin généraliste, et on voit se développer une série d'instruments comme le réseau multidisciplinaire local, etc., des structures d'appui pour aider à remailler les différents acteurs autour du médecin généraliste et d'avoir une meilleure coordination des soins. Donc, ce projet est porté par un ensemble de valeurs qui sont plutôt collaboratives, participatives, inclusives. On tient également dans ces dispositifs spécifiques pour lesquels les logiciels classiques ne rencontraient pas les besoins, sont souvent accueillis un public qui est en difficulté d'accès aux soins. Et donc, il y a aussi cette dimension d'inclusivité. L'outil informatique que nous voulons développer doit pouvoir s'adresser à l'ensemble de ces publics, avoir une dimension évolutive pour contribuer à l'amélioration des connaissances. Et donc, c'est pas seulement la gestion de la relation clinique, c'est aussi la récolte et l'utilisation des données de santé pour améliorer les connaissances et les approches de l'offre de soins, mais le tout dans une approche éthique et équitable. Donc, un fort accent sur la volonté de reconnaître le patient comme fournisseur primaire et propriétaire de ces données. Nous ne sommes que les dépositaires de ces données, et donc il y a un grand besoin de garantir autant au niveau technique qu'au niveau engagement, la confidentialité des données et le contrôle du patient sur les données, ce qui en est fait par qui. C'est pas un peu rapide, ça, il n'y a pas d'autre dire. Voilà, donc pour arriver à réaliser ce projet extrêmement ambitieux, il faut avoir des contributions d'experts de tous ces environnements de travail différents et de tous ces métiers différents. Il n'y a personne qui détient le savoir sur tous ces environnements de travail, sur tous ces publics et sur les besoins vraiment spécifiques et précis des utilisateurs.
pour que l'outil informatique soit vraiment un soutien à la pratique, il faut être au plus près du déroulé concret du contact avec le patient. Et donc, nous avons décidé de construire l'outil de façon collaborative au travers de groupes de travail. Il y a plusieurs groupes de travail qui sont déjà en plein labeur. Principalement le groupe dossier médical, puisque là, il y a comme des échéances assez rapprochées. Mais le groupe social et le groupe kiné se sont mis en route aussi, ainsi que le groupe agenda. Cette diversité d'acteurs auxquels nous voulons donner un support informatique, ça va jusqu'à une diversité de façons de facturer le travail. Donc il y a un groupe facturation aussi. Il y aura aussi un groupe de travail qui va s'occuper de reporting et de support à la production des rapports d'activité, à la production à l'utilisation des données pour des statistiques. Donc chaque groupe de travail est coordonné par une personne de notre équipe au sens large. Donc il y a le docteur Manu Berquin de la Fédération des maisons médicales qui coordonne le groupe dossier médical. Gaëtan Delaveur, ici présent, qui s'occupe du groupe gestion des ressources humaines. Benjamin Fauquer, je ne sais plus ce qu'il fait, mais plein de choses en tout cas. Voilà. Laurence Tezen, aussi présente ici, est très active dans le groupe facturation, le groupe agenda. Michel Roland va prendre la parole bientôt et vous expliquera vraiment la façon dont cet outil est structuré d'une façon très globale qui peut convenir à l'ensemble des acteurs. Voilà encore toute une série de personnes, Philippe Aullois qui contribue au groupe de travail santé mentale. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais présenter tout le monde? Voilà, vous voyez toutes ces personnes. Julie qui s'occupe du groupe de travail social. Et je crois que je suis quelque part dedans aussi, avec l'intention de mettre bientôt en place un groupe de travail patient. Voilà. Je pense que... Donc, tout ceci va être pris dans le cadre d'une structure unique que nous avons nommée Assoscare. Et grâce à la contribution d'un ensemble de partenaires, au rang desquels nous sommes... Ouais, ok, c'était... Voilà. Voilà, donc dans Assoscare, l'important c'est d'avoir une structure unique parce qu'aujourd'hui on est beaucoup d'opérateurs, à la fois beaucoup d'opérateurs de l'ambulatoire, mais beaucoup de personnes qui peuvent intervenir, qui doivent intervenir. Alors, vous savez que quand on met des fédérations, parfois on se dit est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va pas traîner, etc. Donc on voulait non pas une structure hybride, mais on voulait véritablement une intégration de plusieurs partenaires. Donc vous avez la Fédération des maisons médicales du côté néerlandophone et bien entendu francophone. Néerlandophone, c'est une quarantaine de maisons médicales, du côté francophone, c'est beaucoup plus. La Fédération des centres de planning familial, l'AIC, la Fédération des services sociaux, le projet LAMA, Médecins du Monde, le CETIS et la SBL Assos qui est, je dirais, un peu l'incubateur, puisque là, ça regroupe une quarantaine de personnalités du monde, des secteurs non marchands, de toutes ces différentes structures, mais aussi maintenant des fédérations. Et donc, on se rassemble de manière volontaire pour essayer de voir quels sont les moyens pour améliorer à la fois la qualité des services qui sont rendus aux usagers, mais aussi de voir comment on peut réduire nos coûts en termes de présentation. Et je viens de dire même dans l'instant, et j'ai appris un de nos partenaires publics, la Masse Bruxelles, vient de marquer également son accord pour monter le 5 décembre prochain dans cette nouvelle ASBL, qui a été l'ASBL FIJAC au départ, qui va être transformée en Assoscare. FIJAC, c'était l'ASBL médicale, néerlandophone et francophone, qui a développé Precare. Plutôt que de recréer de nouveau une structure autre, avec du personnel différent, etc., on s'est dit que c'était plus intéressant de repartir et plus facile de repartir d'une structure existante,
donc que ce studio s'ouvre à d'autres partenaires. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, une structure qui est déjà en place, qui fonctionne aujourd'hui avec une coordination générale. Donc, j'en assume un peu le nom avec Michel Roland, avec Luc Steins et Axel, et aussi avec Benjamin Fauquet. Mais aussi des partenaires publics, la Ligue de la santé, la Ligue bruxelloise francophone de la santé mentale. Pour l'instant, c'est des partenaires. Peut-être que demain, ils seront aussi membres de l'association, mais donc, il faut laisser le temps au temps. L'intercommunal Isocel, et notamment la masse qui participe, puisqu'ils utilisent déjà aujourd'hui JAD. La province de Namur, qui va utiliser pour ses 17 centres de santé mentale JAD dès le 1er janvier, et par la suite, forcément, Topaz également, le SMES, le CBCS. Donc, vous voyez que ce sont des partenaires publics, c'est vaste, et donc il y a véritablement un certain engouement, en tout cas, autour de ce projet pour en faire un véritable projet fédérateur, ce qui veut dire aussi beaucoup de boulot, beaucoup de contraintes et beaucoup de points de vue différents à prendre en compte, ce qui veut dire que dans les groupes de travail, on est pas loin de 150 personnes aujourd'hui à travailler pour voir les aspects non seulement du non-marchand, mais aussi parfois du marchand, puisque si on développe un logiciel pour une partie infirmier, il n'y a pas de raison que ça ne soit utilisable éventuellement que par le marchand. On pourrait très bien aussi envisager de le vendre à d'autres partenaires ou que des infirmiers qui l'utilisent dans le cadre de leur maison médicale puissent l'utiliser aussi dans le cadre de leur formation, enfin de leur travail professionnel d'indépendant. 3 partenaires privés, la société SPRL Axel, qui est une petite PME qui a développé JAD avec la Fédération laïque depuis maintenant environ 5 ans, qui est, je dirais, un fier service et qui accueille, je dirais, aujourd'hui une grande partie des développeurs qui travaillent sous la direction de Luc Steins, qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'excuse, parce que bon, on a beaucoup de réunions, donc on essaie de se partager un peu, parce que pour finir, on fait plus que des réunions, on travaille plus, et donc on doit aussi laisser des gens au boulot. Et la société Tactique, puisque nos développeurs sont gentiment hébergés au sein de Tactique. Tu expliqueras un petit peu tout à l'heure, c'est une boîte très importante, enfin, relativement importante, hein, travaille avec l'OTAN, travaille avec les grands hôpitaux de Paris, etc., de Lille, pardon. Et donc, voilà, donc travaille dans l'IPTV, dans un tas de développement de ce type-là, et qui, depuis notre entente, enfin, je veux dire, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, vraiment main dans la main, ben voilà, on a signé un protocole d'accord. Les juristes nous ont tous dit, vous êtes fous, mais nous, voilà, on a signé un préaccord, aussi bien que dans cette période-ci, c'est pas toujours évident, mais les juristes nous, on reste pas d'accord. Hein. Les juristes, non, mais bon, nous on avance. Et donc, et on avance et on développe et on va tenir notre timing. Et enfin, en matière de gestion des ressources humaines, on a aujourd'hui un partenariat plus précis avec l'UCM. On a rencontré d'autres partenariats sociaux, tels que les EWorks, mais qui ne sont pas apparemment pour le moment intéressés à monter dans le projet. Ça ne les empêchera pas de pouvoir monter par la suite s'ils le souhaitent. Voilà, ça c'est, je dirais, l'aspect, blabla et structure. Je vais passer la parole à Michel qui va vous expliquer les grandes lignes de la transdisciplinarité et du DM. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, donc vous avez déjà compris que ce qui nous a motivés, ce qui nous a mobilisés, c'était la volonté de travailler ensemble, d'épargner les énergies, mais aussi de faire sous-tendre le travail par des principes idéologiques, par des valeurs, la collaboration. Et donc, c'était tout à fait logique qu'étant dans cette dynamique-là, on cherche ce qu'on pourrait appeler des invariants universels, des choses qui nous rassemblent tous. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme premier invariant? C'est que dans le social santé, souvent, ça part d'une rencontre entre, je veux dire, un aidant et un aidé, mais sans qu'il y ait du tout une relation de hiérarchie ou de valeur. Mais on a 2 personnes qui ne sont pas dans la même situation. Un médecin et son patient, un travailleur social et quelqu'un qui vient pour une problématique sociale. Mais on pourrait étendre et dire que c'est la même chose avec un coach sportif et son athlète, avec un garagiste et le client qui se plaint de sa voiture, avec un boulanger qui vend du pain, avec un cordonnier qui répare des chaussures. Il y a toujours une relation qu'on pourrait dénommer comme asymétrique, hein, une relation asymétrique, une relation duelle, une relation, quelque chose qui se noue et qui éventuellement va durer au cours du temps, va se développer et grandir. Donc, ce modèle, on appelé rencontre, consultation, contact, visite, enfin n'importe quoi, est lui aussi structuré d'une façon universelle qui a été décrite il y a plus d'une 50aine d'années. Et donc, ce modèle
SOAP, j'ai un petit peu l'explicité, n'a jamais été infirmier jusqu'à présent. C'est toujours de la même façon que deux personnes qui ne sont pas dans la même situation se rencontrent. La première chose qui se passe, c'est que d'habitude, on se dit bonjour, hein, et puis que on essaie de voir pourquoi la rencontre a lieu. C'est par exemple le travailleur social qui dit, voilà, pourquoi venez-vous? Et le monsieur ou la madame explique sa problématique. Dans un deuxième temps, le travailleur social va essayer d'objectiver ce que le monsieur ou la madame a dit. On va demander des papiers, des déclarations de dette, les impôts, les rentrées, en fait, des documents, quelque chose d'objectif. Puis il va se faire une idée sur quelle est la problématique. Il va avoir une hypothèse de travail. C'est à partir de ça qu'il va mettre en route une dynamique relationnelle entre lui-même et le consultant. Donc lui en position d'aidant, l'autre en position d'aider. Et puis, à deux, de préférence, ils vont décider un plan d'action, donc de faire certaines choses, de remplir des papiers, d'envoyer au CPS, etc. C'est exactement la même chose. Voilà un exemple tout à fait. Ouh là là, on voit pas trop fort ici. On voit même pas grand-chose du tout. Enfin bon, voilà. C'était l'exemple d'un cordonnier. Je vais passer très rapidement sur cette diapo. Qu'est-ce qui se passe? Mes chaussures prennent l'eau. On regarde la chaussure, c'est la semelle qui est décollée, je vais vous la réparer. Et ces quatre phases, donc cette espèce d'invariant universel de la relation, est appelé, selon l'acronyme SOAP, subjectif, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Objectif, je vais regarder objectivement l'appréciation, l'assessment, une hypothèse de travail, qu'on peut appeler un diagnostic chez un médecin. Et P, plan, procédure, planification, en tout cas quelque chose qui agit. SOAP, et il y a une dimension transdisciplinaire dans la mesure où ça peut s'adapter, être dans le cadre de multiples professions qui impliquent des relations asymétriques. Dans le cas du cordonnier qui reçoit son client avec ses chaussures, c'est donc un contact, un problème, les chaussures qui prennent l'eau, et un professionnel, le cordonnier en question. Mais on peut imaginer là on voit un petit peu mieux, des situations beaucoup plus complexes, et ça on pourrait appeler ça un use case, c'est-à-dire un cas concret que j'ai essayé d'expliciter à partir d'un patient que j'ai vu ici, 3 étages plus bas au Caso, dans le cadre d'une consultation, un monsieur qui avait été envoyé par le Medibus. Donc c'était une infirmière qui était allée dans un squat, donc j'ai un petit peu adapté pour pas qu'on puisse tout à fait le reconnaître. Et donc après quelques contacts, bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux pieds et puis je sais pas me faire soigner parce que ma mutuelle n'est pas en ordre. Donc elle va éventuellement demander une carte de mutuelle, une carte SIS, une carte d'identité, n'importe quoi. Effectivement, il n'a pas l'air en ordre. Donc l'appréciation, son hypothèse de travail à l'infirmière dans le Medibus, c'est que c'est une exclusion sociale. Et le P, c'est dire, je vous conseille d'aller demain au Caso à la consultation, il y a un médecin, il y a un assistant social, on va voir comment on peut avancer. Mais il a aussi mal aux pieds, donc le S, il se plaint d'avoir mal aux pieds. O, l'infirmière retire le sac en plastique qui entoure le pied du pauvre monsieur, et effectivement, il y a une saloperie d'ulcère en dessous. Donc, son hypothèse ou son diagnostic, c'est ulcère au pied. Et P, en disant, au Caso, il y a non seulement un médecin, et un travailleur social et aussi une infirmière qui pourra faire des soins plus adaptés. Et donc, le lendemain, il vient effectivement ici au Caso, il rencontre une AS et un MG, et chaque fois, il y a un contact asymétrique aidé avec chaque fois un SOAP. Et on voit déjà que rien que pour l'exclusion sociale, il y a déjà eu 3 contacts avec 3 professionnels différents. Et que la problématique se déroule au cours du temps. Une des procédures conseillées à ce patient, c'est d'aller au CPS. Parce qu'effectivement, il n'est pas en ordre, mais il pourrait être en ordre. Ça arrive souvent. Donc, il suffit, entre guillemets, d'aller montrer les papiers au travail social du CPS et il est en ordre. Et donc, il peut aller voir un autre médecin généraliste dans une maison médicale ici et il peut se faire soigner dans cette maison médicale, donc en assurant une meilleure continuité des soins. La plaie au pied, effectivement, il doit voir plusieurs fois l'infirmière pour se faire soigner, mais le médecin, à un moment donné, se dit, c'est pas une belle plaie, c'est peut-être bien un mal perforant, comme on dit chez nous, donc ce serait bien un diabète. À un moment donné, le P, c'est faire une prise de sang, il y a effectivement un diabète, et puis le monsieur,
bah, il prend pas mal d'alcool, mais il prend aussi pas mal d'autres choses. Donc finalement, il va être référé, et puis ça va prendre quelques contacts avant d'aller au lama. Et cerise sur le gâteau, il toussait. Donc la plaie au pied est devenue un mal perforant plantaire. Diabète, donc vous voyez que ces épisodes, qu'on pourrait appeler les mensuels épisodes, changent d'étiquette au cours du temps. Hein? Diabète, point d'interrogation, ben, c'est vraiment un diabète. Toxicomanie, il avait une méchante toux. Finalement, il a une pneumonie, et cette pneumonie, après une mise au point, c'est une tuberculose et il va au pharès. Donc là, on a plusieurs contacts, plusieurs problèmes, plusieurs professionnels. Comment essayer que la communication se fasse entre professionnels avec les conditions éthiques imposées par le patient et assurer que finalement la continuité des soins soit assurée. Quand on dit continuité, ce n'est pas que la continuité factuelle. Ça, c'est de la continuité factuelle. Ce sont des notes d'un dossier, c'est un coup de téléphone. Il y a évidemment une continuité personnelle qui est la relation entre deux personnes qui va s'établir préférentiellement avec quelques-uns de ces intervenants. Et donc, on voit que dans ce modèle-ci, on pourrait passer conceptuellement d'un modèle de multi ou de pluridisciplinarité. On a différents professionnels qui interviennent les uns à côté des autres, qui au mieux éventuellement ont un dossier où chacun va écrire dedans, mais où il y a peu de communication. Un stade un petit peu au-dessus, c'est l'interdisciplinarité, où effectivement chacun est au courant et même de temps en temps on se parle, on se dit j'ai fait ceci. Et le stade qu'on met au-dessus, c'est la transdisciplinarité, où finalement il y a une espèce d'anneau qui symbolise la relation, où le patient se trouve aussi, et où les intervenants non seulement assument leur spécificité professionnelle, mais la partagent avec d'autres dans la construction d'un projet. Alors, de façon un petit peu caricaturale, on voit que même dans le modèle interdisciplinaire, il y a à la fois des trous, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais il risque aussi d'y avoir des redondances, que plusieurs personnes fassent la même chose. Donc, ceci est une espèce de modèle, entre guillemets, idéal de fonctionnement pluridisciplinaire en imposant le patient dans le cercle, donc un patient partenaire. Pour communiquer, il faudrait donc parler un langage commun. Et c'est ça le problème, c'est que déjà au niveau des médecins, il y avait je ne sais pas combien de logiciels différents, logiciels d'infirmiers, kiné, social, psychologique, planning, santé mentale. C'est extrêmement difficile de les faire se communiquer ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas structurés. Et donc, un des moyens pour sous-tendre la communication et la transdisciplinarité, c'est structurer le recueil des données. Et on voit qu'il y a l'invariant SOAP, contact, élément de soin qui se déroule dans le temps, et on pourra ajouter d'autres éléments universels, le temps, puisque ça se passe pendant le temps, et les prestataires. Et donc on voit que on est occupé à formaliser des choses qui existent comme ça, c'est-à-dire dans une problématique de santé, il y a des contacts structurés SOAP, il y a des éléments qui sont des problématiques au sens large, il y a des procédures, ça se déroule au cours du temps et il y a des professionnels. Et ça, c'est ce qu'on appelle la structure. Ça sert à quoi? Pas simplement dire j'ai fait un beau modèle, mais ça sert que quand on passe d'une maison à l'autre, d'un logiciel à l'autre, éventuellement d'un soignant à un autre parce que on s'entend plus avec le premier ou qu'on a déménagé, eh bien, il suffit de prendre ce qu'il y a dans la maison ici pour le mettre dans la maison là, et éventuellement dans la maison là après. Mais si on n'a pas dit que ce qu'il y a dans la cuisine, le frigo, la cuisinière, l'évier, ça fait partie de la cuisine, on risque d'aller mettre ces meubles-là dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Et souvent, c'est ça qui se passe. C'est que il y a tout ce qu'il faut dans un logiciel, mais ça n'est pas structuré. Donc la structure, c'est au fond les pièces d'une maison. Et dans les pièces d'une maison, ce sont les éléments structurants, les éléments, les contacts, le temps, les prestataires. Et dans chacun de ces tiroirs, de ces concepts structurants, il y a des choses qu'on met, par exemple, au niveau des problématiques, qui est un des éléments structurants, on va retrouver toxicomanie, diabète, plaie au pied, exclusion sociale, etc. Mais on sait où les mettre. Et donc, si on change de logiciel, on va pouvoir les mettre au bon endroit. Ça, c'est structuré. Et donc, au fond, on a défini de cette façon très intuitive et finalement très, très naturelle
ce qu'on pourrait appeler des critères de qualité minimaux d'un recueil de données. Un, ça doit être orienté vers les problèmes, et les problèmes sont émis en général au cours du premier contact, mais éventuellement au cours des contacts suivants, par le patient, c'est le S, et c'est important de noter exactement ce que le patient a dit. Il peut venir dire « j'ai un cancer du poumon », alors qu'au fond, il tousse. Mais s'il a dit « j'ai un cancer du poumon », il faut mettre au bon endroit dans le S, cancer du poumon. Il ne faut pas le mettre dans le A, parce que le patient n'a peut-être pas un cancer du poumon. Par contre, il peut venir dire qu'il tousse, ça c'est le S, qu'au bout du compte, il a un cancer du poumon, là on mettra dans le A. C'est ça simplement structuré. Donc une orientation au problème, une structure en contacts et en épisodes découpés par des contacts. Et alors même, pour aller un cran plus loin que simplement savoir dans quel tiroir il faut mettre les différents éléments structurants, il faut peut-être un langage commun, méta, et un langage commun, si on n'a pas un interprète de très haute qualité, français, néerlandais, anglais, bon, ça va, c'est encore les mains nettes, mais chinois, arabe, on voit bien qu'il y a vraiment des problèmes de communication. Il faut ce qu'on appelle des codes, que quand on dit diabète, c'est par exemple T90, et c'est la même chose en Angleterre, en Chine, en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, c'est la même chose. Et il existe donc ce qu'on appelle des classifications, des thésaurus, qui reprennent des dizaines de milliers, des centaines de milliers, même des millions d'éléments de problématiques psycho-médico-sociales. À chaque métier de choisir laquelle lui convient le mieux pour être en accord avec un modèle, avec un paradigme de soins. C'est clair qu'aujourd'hui, on a tendance à imposer un modèle anglo-saxon avec la classification extrêmement rigide qui ne conviennent pas toujours au monde de l'Europe occidentale, mais il existe comme un différent choix. C'est une des problématiques que nous devrons à un moment donné résoudre, ce problème de classification, mais ça viendra ultérieurement. Donc, au fond, voilà, ce langage commun, il y a des classifications pour la médecine générale, pour les kinés, pour les infirmières. Ça, c'est la classification de l'OMS. Et alors, au-dessus de tout ça, je dis au-dessus, c'est pas du tout une échelle de valeur. Il y a SNOMED, qui est une classification mondiale, qui est poussée par les États-Unis et qui comprend des millions de termes. Le corps complet de SNOMED complet des millions de termes et même, à la limite, beaucoup trop exhaustif, mais ça existe. D'où on arrive au modèle global de notre dossier Topaz, qui serait un cœur commun structuré, avec les éléments structurants dont je viens de parler, mais décliné de façon spécifique par différents métiers en fonction des différents besoins de ces différents métiers. Donc, on aurait un dossier médical informatisé, le fameux DMI dont on parlait, avec des échanges relativement proches, un dossier infirmier, un dossier kiné, un dossier social, un dossier psy, un dossier patient. Donc, tout ça est à construire, on est occupé à le faire de façon collaborative, et actuellement, plus d'une centaine de personnes qui travaillent bénévolement. Donc, il y a des groupes de travail, des groupes métiers dont on a déjà parlé. Je ne sais pas si Gaëtan, tu vas en reparler. Oui, on va passer ça. Et donc, TOPA, ce serait un ensemble de trois choses. D'une part, le dossier, avec le cœur commun. Moi, j'appellerais ça le cœur commun. Décliné différemment, donc les écrans ne seront pas du tout les mêmes. La façon peut-être même d'encoder, de noter ne sera pas du tout la même. Et derrière ça, en arrière-plan, il y aura une structure commune qui permettra de communiquer entre professionnels en impliquant le patient. Une deuxième partie, c'est un agenda, on va vous en parler, un agenda totalement intégré. Et une troisième partie, c'est une partie plus logistique de support administratif, de reporting, de facturation. Et c'est cet ensemble, donc, très global, très multidisciplinaire qui constituera le futur dossier Topaz. Bon, c'est un petit peu mégalo, on s'en est rendu compte, mais c'est vrai qu'on peut compter quand même sur des énergies très importantes, beaucoup de bonne volonté et d'enthousiasme, à la fois du côté des concepteurs, du côté des réalisateurs, donc des développeurs, et du côté des métiers qui mettent vraiment leur expertise à la disposition de l'équipe. Vous me dites quand je vais m'arrêter? Maintenant le début, pas trop longtemps là-dessus, si tu veux, parce que... Donc le DMI, bon, alors je fais parce que je pense que j'en ai déjà parlé d'une façon ou d'une autre, il y a encore pas mal de choses à dire. Donc la continuité des soins, elle est factuelle, c'est ça qui soutient la continuité factuelle, elle est aussi bien sûr professionnelle. Entre le patient et le professionnel, ou les professionnels,
et entre les professionnels, par exemple, ce qu'on appelle le SUME, qui est un dossier résumé, qui est standardisé, des lettres de référence, des protocoles et divers formulaires, par exemple pour le handicap et des choses comme ça. Le DMI, donc le dossier médical informatisé, soutient aussi non seulement le curatif, mais tous les aspects de prévention et de promotion de la santé, donc dépistage, vaccins, les suivis, des systèmes de prescription médicamenteuse qui gèrent les incompatibilités, les effets secondaires, avec des recours à des bases de données de connaissances qui sont validées et qui viennent du niveau central, de la fédéral ou même d'un niveau international, et qui permet aussi de gérer l'incertitude diagnostique, puisqu'effectivement, on est quand même dans le terrain de l'humain et qu'on n'est pas au niveau mathématique. Donc, on est vraiment... il faut pouvoir gérer l'incertitude, gérer le doute, et c'est une des grandes difficultés de nos métiers à tous. Voilà, là, on voit vraiment plus grand-chose. Donc, c'est un écran qui montre que dans le temps, cet épisode de mal de dos a évolué. On voit chaque fois les différences d'étiquettes, mais ça reste le même problème de santé. C'est quelqu'un qui a mal au dos, puis qu'à un moment donné a une hernie discale, il faudra l'opérer, il va être opéré, il y a une séquelle de l'opération. C'est toujours la même problématique. Pour ce faire, il verra le médecin, le kiné, l'infirmière, le travailleur social, parce qu'évidemment, il sera handicapé. L'aide à la décision, donc ce sont ces fameuses bases de données qui sont en partie rassemblées dans EBP, EBM PracticeNet, donc qui est un réseau fédéral mis gratuitement à la disposition de tous les soignants et qui donne des indications, des recommandations. Sachant bien que recommandation n'est pas une obligation, c'est une espèce de cadre général conceptuel pour donner des références quant aux prises de décision. Idem pour les médicaments, donc si on a encodé quelque part qu'il y a une allergie ou une incompatibilité, ça n'est pas nécessairement comme médicamenteux par rapport, mettons, à un antibiotique, et bien si on le prescrit en ayant oublié 6 mois plus tard, le logiciel va lancer une alerte, non seulement lancer une alerte, mais proposer un médicament alternatif. Voilà, là je pense que... Oui. Oh, excusez-moi. Il y avait une caméra. J'ai pas vu. Les pauvres gens sur Internet. J'ai voulu mettre le message, j'ai avec le et du coup, c'est quoi ça, la caméra? Oui, c'est la caméra. J'ai encore la caméra. On va voir si elle va encore. Pas toujours? Hein? Oui. Par contre, il a plus la maison. Attention au câble, encore une fois. J'espère que les gens sur Internet n'ont pas eu trop mal. Vous pourrez aussi poser des questions. Tout à l'heure, je m'adresse un peu à eux, mais donc vous pourrez aussi poser des questions par votre système. Et donc, Michael retransmettra vos questions éventuelles. Alors, on parlait tout à l'heure du chapeau commun. Donc, le chapeau commun, il sera basé sur ce qu'on appelle des widgets. Donc, c'est notre ami Antoine qui nous a lancé un peu cette idée. Mais bon, on le retrouve, ce genre de choses aujourd'hui sur Google ou d'autres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, chaque travailleur va pouvoir paramétrer sa première page. Va pouvoir dire, ben voilà, en haut à gauche, moi je veux, parce que je suis accueillant les médecins, je veux les agendas des 3 médecins les uns à côté des autres, ou bien je veux un seul agenda. Je veux en haut à droite le chat parce que j'aurai des dialogues avec les gens qui sont dans ma structure. Je veux ma Yelfbox parce que j'ai besoin de ça, ou bien mes résultats ou mes dossiers, etc. Donc, il y aura 8 blocs comme ça qui seront totalement paramétrables et qui permettront de pouvoir aménager son environnement de travail comme on le souhaite et comme on l'entend. Donc, il y en aura bien entendu plus d'un. Donc, par exemple, si les infirmiers, on voit ici, ils pourront avoir à gauche la liste des patients du jour, éventuellement le parcours qui leur sera proposé via Google Maps ou autre pour pouvoir perdre le moins de temps possible, et à droite, dialogue. Voilà. Chacun pourra paramétrer cette première page d'accueil comme il l'entend en fonction justement de sa disciplinarité, et en fonction de ses envies, je dirais, plus particulièrement. Un module agenda, et là je tiens à remercier tout particulièrement les ministres Jodogne et Frémaux, particulièrement Mme Pelsis pour son soutien, et Isabelle Fontaine aussi de l'administration de la COCOF, puisque
on peut le dire, c'est officiel aujourd'hui, les ministres et le gouvernement, la COCOF, ont défendu et notre association recevra 100 000 euros pour l'acquisition de cet agenda qui sera mis à disposition de l'ensemble du secteur social santé. Donc c'est un gros investissement qu'on vient de pouvoir réaliser et que ça nous permettra de gagner beaucoup de temps aussi en termes de mois, parce que recréer un agenda, repartir de zéro, c'était plus de 2 ans de travail, puisque cet agenda, vous voyez, permettra la gestion des rendez-vous, création, bien entendu, modification, report, la création de consultations directement au départ d'un rendez-vous, donc pas besoin d'aller réouvrir le dossier du patient ni quoi que ce soit. On permettra l'affichage, la configuration d'horaires de plusieurs prestataires dans différents lieux aussi. Et donc, on sait bien que dans le secteur social santé, il y a parfois des structures qui ont plusieurs établissements et qui reçoivent à plusieurs endroits. Ça permettra d'envoyer des SMS, d'envoyer des emails de rappel aux patients. Ça permettra aussi aux patients de prendre éventuellement un rendez-vous à distance, donc de son PC. Ce sera pas obligatoire, mais ce sera possible. On permettra aussi de synchroniser avec un agenda personnel. C'est bien que les prestataires de soins, si, par exemple, dans un centre de planning, ils doivent prester dans 4 ou 5 centres de planning différents, ils ont 4 ou 5 agendas différents, non. Ici, ça leur permettra de pouvoir télécharger l'ensemble des informations sur un seul et d'avoir une vision globale. Ça permettra aussi d'une gestion d'une salle d'attente. On prenait que la personne est arrivée, le médecin le prend, puis après, il passe chez un psy. Donc, on pourra avoir tout le parcours, je dirais, d'une personne en interne. Et je pense que sur les centres de toxicomanie, notamment, c'est véritablement un élément très important. De gérer les affectations de locaux. Est-ce qu'il y a des salles de réunion? Est-ce que s'il y a besoin de matériel pour faire un IVG, est-ce que le matériel est disponible? Est-ce que la salle est disponible? Est-ce que je peux en mettre 1, 2, etc. Et la gestion des flux. J'en parlais, c'est entrée et sortie. Voilà à quoi ça ressemble dans l'agenda proprement dit. C'est l'agenda tel qu'il est. Maintenant, il va être intégré totalement dans Topaz. Il le sera aussi dans Jade et dans Opal, en attendant qu'eux passent dans la nouvelle structure. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps, donc parce qu'il y a des démonstrations. Je pense que la prochaine démonstration, c'est encore lundi, ici, entre 16h et 17h, je pense. Donc, vous pouvez aussi le voir en visioconférence où on vous montre comment ça fonctionne et comment ça peut être paramétrable. On a déjà fait 3 séances du côté francophone et une, je pense, du côté néerlandophone. Voilà, on va aller un peu plus vite. Alors, sur l'aspect, je dirais, administratif, comptabilité, financier, facturation, gestion des ressources humaines, là aussi, on veut non seulement ne pas avoir un DSSI, donc un dossier social santé intégré tel qu'on l'a appelé tantôt, c'est un DSSI, c'est un nouveau nom qu'on a inventé. Il y avait beaucoup de bazar avec des I, on s'est dit, voilà un qui va au moins rassembler tout le monde, c'est le cœur, c'est le sommet. Et on a un agenda, et puis à côté de ça, on a toute une partie, tout le module administratif que Michel vous expliquait tout à l'heure, et la possibilité d'avoir des systèmes de reporting. Aujourd'hui, il est possible déjà dans certains logiciels comme dans Jade de sortir son rapport d'activité totalement harmonisé. On clique et vous avez toutes les classifications qui sont faites par type de consultation, par âge, par lieu, par par sexe, par genre. Enfin voilà, donc tout ça est possible. Ça vous fait gagner un temps fou. Ça sera également possible bien entendu dans Topaz, et ça permettra aussi on va identifier quelles sont les institutions qui, à un moment donné, ont besoin des informations obligatoires, c'est-à-dire l'Institut de santé publique, la COCOF, la COCOM, la région Wallonne, l'INAMI, etc., les fédérations éventuellement, et donc de paramétrer à l'avance, on va voir, tel rapport est harmonisé, hop, on peut envoyer ça. Bien entendu, toutes ces données seront anonymisées, et donc il n'est pas envisageable de transmettre des dossiers patients directement, et donc pour qu'on ne puisse pas, bien entendu, le respect de la vie privée est un élément excessivement important. Alors, ça sera vers les institutions, mais ça sera aussi en interne. On me disait que dans une maison médicale, on a besoin de savoir faire un rappel aux gens qui doivent subir un vaccin ou des choses comme ça. On pourra sortir, bien entendu, je pense que vous pouvez déjà le faire dans Precare aujourd'hui, toute une série d'informations. Tout ça se fait aussi en intégration importante avec les services de la COCOF, que je remercie encore une fois, parce que on est en train vraiment de travailler à avoir une intégration directe, parce que toutes les autorités publiques, très souvent, ils vous disent, on va simplifier votre truc. On va vous simplifier, on va vous donner la moitié des données, vous n'avez plus que la moitié à remplir. Oui, mais nous, on n'a pas ces données là-dedans, on a données dans un autre truc. Et donc, on vous dit ça à gauche, on vous dit ça à droite. Et donc, on vous simplifie le cadastre du non marchand, vous passez 3 mois pour le faire, tellement c'est une complexité rare, notamment. Et donc, à un moment donné, chaque administration dit, on simplifie le bazar. Oui, vous simplifiez le bazar pour vous, mais pas pour celui qui est en dessous. Et donc, l'important ici, c'est véritablement, et c'est ça qui est agréable, en tout cas sur Bruxelles plus particulièrement, c'est qu'on pourra envisager une intégration du logiciel jusque directement dans les bases de données avec une intergénération, enfin une
interopérabilité, je dirais, de l'un jusqu'au bout. Je prends toujours le bête exemple. Ah, c'est génial, moi j'étais, je vais à des travaux, on dit, ah, on va faire des mails, on va pouvoir envoyer par mail, on va pouvoir simplement demander des trucs, etc. Bah oui, le type, de l'autre côté, au lieu de gérer le coup de téléphone, il devait gérer les mails. Qu'est-ce qu'on a changé au bout du compte? Rien du tout. C'est pas intégré dans son travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir 10 coups de fil, il a eu 200 mails et donc il était débordé puisqu'il n'y avait pas une intégration complète du téléservice, je dirais, dans le processus. C'est ce qu'on veut véritablement faire ici. En matière de gestion de ressources humaines, nous avons identifié avec les différents partenaires, de nouveau les administrations, les travailleurs, les associations et le secrétariat social, que pour un contrat de travail, pour un travailleur, il y a 400 items qui sont nécessaires aujourd'hui. 400 items qui sont nécessaires pour une information par rapport à un travailleur. Alors, il y a des données que le travailleur maîtrise, bien entendu, son nom, son prénom, sa date de naissance, son compte en banque, son adresse. Il y a des données de l'association, de nouveau son nom, le nom de l'association, son adresse, son numéro de BCE, je veux dire son numéro d'agrément éventuellement s'il est agréé. Et puis après, on passe sur son contrat de travail, son ancienneté barémique, son ancienneté fictive, son ancienneté réelle, etc. Et on est parti comme ça. Et puis après, il y a tout ce qui est fait au niveau du secrétariat social. Le secrétaire social, lui, c'est toutes ces informations sur le calcul de la paye, le nombre de jours de congé, etc. Donc 400 items différents. Et puis après, quand on a tout ça, on doit les renvoyer au Maribel parce que tous les 3 mois, il faut envoyer les fiches, machin. On doit les envoyer aux ACS et Actiris parce qu'il faut envoyer autre chose. Aux APE, quoique bateau n'aura plus d'APE, ça continue comme ça, mais enfin, en région wallonne. Et donc, on est parti comme ça, dans un système où il faut redispatcher. J'ai oublié réduire et compenser, j'ai oublié, enfin, il y en a encore d'autres. Et donc, l'idée est véritablement d'avoir une pièce centrale dans laquelle chacun va donner ses informations et c'est lui qui sera maître de ces données, ce qui va permettre d'éviter, de dire, voilà, si ce travailleur-là, il est Maribel, tous les 3 mois, le mail, il va partir automatiquement au Maribel avec les fiches de paye, pas besoin de commencer à y penser systématiquement. Si il est plus Maribel, je décoche le fait qu'il est plus Maribel et ça s'arrête, etc. Et donc, le travailleur aura ses fiches de paye, l'association aura ses éléments et aussi le service du secrétaire social qui permettra après de dialoguer avec les services de la COCOF, qui a aussi des éléments et sur lesquels on travaille aussi particulièrement avec ça. La gestion des subsides, comptabilité, facturation. Il y a bien entendu toute la problème de facturation à l'acte. Ça, je dirais, ça se simplifie une fois grâce au fédéral avec l'IFACT. Enfin, de quoi ça devrait simplifier à terme quand tout fonctionnera bien. Il y a aussi la facturation au forfait qui est importante, bien entendu, pour les maisons médicales. Ça sera prêt. On y travaille vraiment d'arrache-pied. Ça devrait être prêt pour le 1er décembre. Moi, je dirais plutôt au 1er janvier. Mais enfin, bon, on avance. La gestion automatique des subventions, j'en ai parlé tout à l'heure. La gestion des suivis de subventions, on a l'intention aussi, on a déjà développé, nous notamment à la Fédération des centres de planning, on a déjà développé des petits programmes de gestion de facturation automatique, des gestions de subsides, des subsides, jusque quand ils s'arrêtent, est-ce quelles sont les pièces justificatives qu'on peut faire, quand c'est que vous devez renvoyer votre rapport moral, etc. Et donc, si vous avez un subside, c'est facile. Si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué. Tel subside, c'est entre le 1er septembre et le 30 juin. Celui-là, les plus justificatifs, non, c'est pas le même. Quand c'est que je dois le rapport moral, etc. Est-ce que j'ai déjà la déclaration de créance? Elles sont où? Enfin, voilà. Donc, des petits programmes de ce type-là qui vont permettre d'avoir un véritable un topaz qui ne sera pas un topaz uniquement médical et, je dirais, social santé centré, mais véritablement, je veux dire, aussi une partie de gestion interne d'une association, quelle qu'elle soit d'ailleurs par rapport à ça. Et voilà, je me tais. À toi. Plateforme technique. Et donc, notre geek, c'est pour toi. Il y a des petits dessins qu'il n'aime pas sur le... Mais apparemment, j'ai fait des bêtises tout à l'heure. Donc, si je vais découvrir avec vous. Mais pas tant pis. Donc voilà, je m'appelle Antoine. J'ai démarré une société il y a une douzaine d'années qui s'appelle Tactique. On est un peu moins de 50 personnes aujourd'hui. Et il y a 3 ans, s'est posé une question qui était de savoir pourquoi les médecins préféraient arrêter la médecine plutôt qu'utiliser un logiciel médical pour faire des prescriptions électroniques. C'est quelque chose qui fondamentalement nous a interpellés parce qu'on s'est dit que quand même, si on est tellement nul que les gens ils préfèrent arrêter leur métier plutôt qu'utiliser les produits qu'on essaie de leur vendre. Il faut un petit peu revoir le principe général du problème. Il faut dire aussi que dans notre société, la partie logiciels médicaux pour les médecins était quelque chose qui était, enfin, c'est une activité qui était plus
anecdotique, on va dire. Ça représente 3% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose qui était relativement petit. Et il faut dire aussi que cette réflexion s'est faite à une époque où un gros acteur flamand, qui s'appelle Corylus, est en train de racheter un petit peu tout le monde. Et donc on s'est dit, soit maintenant nous on arrête de faire ça, on fait autre chose, soit on essaie de faire quelque chose de très différent, d'intéressant, pour, alors j'aime bien le mot révolutionner, mais en tout cas faire évoluer rapidement la manière dont on fait des logiciels médicaux en Belgique, avec quelques objectifs simples qui sont résumés ici. Mais surtout, un pour nous qui était fondateur, c'était qu'il fallait que les médecins puissent partager de l'information facilement. Et j'insiste vraiment sur le facilement et efficacement aussi. On a le réseau santé bruxellois, le réseau santé wallon, qui sont des initiatives très intéressantes, je pense, dans lesquelles on s'inscrit évidemment. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin. Michel vous a parlé de la structuration du dossier médical. On voulait s'assurer que des médecins qui travaillent sur des logiciels séparés soient capables de partager toute cette structure et qu'elle se retrouve automatiquement dans leur dossier. Et donc, on a essayé de reculer d'un pas, et plutôt que de faire un logiciel médical, on s'est dit qu'on allait plutôt faire une plateforme, on allait faire des outils qui allaient permettre à d'autres, à nous, mais surtout à d'autres, de développer des logiciels médicaux plus rapidement, pour beaucoup, beaucoup moins cher, et en définitive, offrir aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, aux kinés, à tout le secteur santé, des logiciels qu'ils auraient vraiment envie d'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas utiliser de logiciels médicaux, mais qui utilisent un iPhone, qui sont très contents, ou un Android, et qui trouvent que cette interface est très bien faite. Et simplement parce qu'on n'a pas les moyens de mettre assez de temps, assez d'énergie dans le fignolage de l'interface pour que ce soit vraiment gai à utiliser, eh ben, les médecins, les infirmières, tout le secteur santé refusent d'utiliser l'informatique médicale. Donc, on s'est dit, on va faire une plateforme. Cette plateforme va avoir différents objectifs. D'abord, elle va être centrée sur le patient. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une base de données à l'hôpital, une base de données chez un médecin, une base de données chez l'autre médecin, une base de données encore dans un logiciel infirmier, etc., l'idée, c'était d'avoir la possibilité de partager les données de manière complètement transparente entre logiciels. Donc, en fait, finalement, il y a un dessin, mais on ne voit pas très fort. Là, il y a le patient. Là, il y a un infirmier. Le jaune n'était pas la bonne couleur. Oui, mais ça marche bien en général, mais je veux dire, le projecteur est un peu capricieux. Mais l'idée, c'est que tous ces prestataires de soins s'articulent autour du patient, autour de son dossier, et qu'on ait une équipe de soins, donc transdisciplinaire, une équipe de soins qui soit un peu à géométrie variable, et qu'autour de chaque patient, une équipe de soins différente puisse venir s'articuler pour lui donner les meilleurs soins possibles. Petit dessin, non. T'aimes pas le dessin? Non, pas grave. Alors, tu as une communication qui vient d'arriver. si on veut avoir aussi des médecins qui partagent de l'information, et ça on va le voir après, il faut garantir que cette information soit sécurisée. Alors, moi, l'idée est que, en tant que société, on va à un moment stocker les données de quasiment toute la Belgique, enfin, toute la Wallonie et tout Bruxelles, les données santé, ça me terrorise au plus haut point. Donc, dès le départ, on s'est dit, c'est hors de question que nous ayons accès à ces données. C'est hors de question que quiconque, un hacker, cracker, un employé mécontent, ait accès à ces données. Et donc, on est parti du principe que c'était les médecins, les infirmiers, les kinés qui allaient chiffrer leurs données eux-mêmes et nous les envoyer chiffrées, encryptées. Impossible pour nous de les décrypter sans avoir accès aux clés. Et on demande aux médecins, évidemment, à tous les prestataires de soins, de ne jamais partager ces clés avec personne. Ces clés sont personnelles. Donc, l'idée de base, vraiment, c'est on chiffre les données là où elles sont créées, et puis après, au travers de l'Internet, là où elles sont stockées, personne ne peut les exploiter. Et ça permet en fait de faire un système qui est bâti sur la confiance. Ça veut dire que, quelque part, nous sommes un réceptacle de vos données, mais nous n'y avons pas accès, et on reproduit le modèle de base de la médecine, c'est-à-dire qu'un patient va voir un médecin, et puis ce médecin va demander un avis à un autre médecin,
qui va demander peut-être une analyse à un laboratoire, et il y a une sorte de réseau de confiance qui se crée entre les prestataires de soins qui vont traiter les problèmes d'un patient. Eh bien, on réplique exactement ce système en échangeant des clés. Donc, quand on veut que tel ou tel prestataire de soins ait accès aux données que nous avons encodées et chiffrées, eh bien, on partage une clé avec lui qui va lui permettre d'accéder à l'information, d'en créer de la nouvelle et de la repartager dans l'autre sens. Donc, au lieu d'avoir le réseau de confiance qui se bâtit naturellement entre prestataires de soins, eh bien, se bâtit ici aussi au travers d'échanges de clés. Enfin, il faut que ça marche quand il y a pas Internet, quand on est dans la campagne, quand Proximus ou Telenet ne fonctionne plus, quand nos serveurs ne fonctionnent plus, quand Yelts ne fonctionne plus. De manière générale, il faut que ça marche tout le temps, il faut que vous ayez accès à vos données tout le temps, et donc on voulait un système répliqué. Vos données sont stockées sur vos ordinateurs, soit dans la maison médicale, soit sur le portable, soit sur votre fixe, peu importe. Les données, il y a une copie qui est en permanence avec vous si vous n'avez plus Internet, si vous n'avez plus accès à nos serveurs, peu importe, les données sont disponibles. Ah oui, j'en ai oublié un qui est important, c'est qu'on voulait un système qui soit... À partir du moment où on vous dit on chiffre les données ne sont pas accessibles par nous, personne ne peut les exploiter, c'est très bien, mais en gros, vous devez nous faire confiance. Hein. Si après on vous raconte n'importe quoi, qu'on l'utilise quand même, vous pouvez juste rien dire, rien vérifier. Alors c'est pas vrai, puisque tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on a fait, on l'a fait en open source. Donc tous les développements qu'on a créés, qui forment le cœur de Topaz, qui forment le cœur de ce qui tourne sur nos serveurs, c'est ouvert. C'est gratuit. Vous pouvez aller voir le code source si vous voulez. Si vous avez des personnes, vraiment des développeurs qui pourront le comprendre à fond, ben, allez-y, demandez-leur de regarder. Donc, il y a vraiment cette volonté d'absolument partager tout ce qu'on fait. Et ça permet, en fait, aussi d'avoir d'énormes économies d'échelle, puisque sur le projet Topaz, ben, il y a différentes briques et que ces briques sont développées en partie par nous, mais en partie aussi par les gens qui travaillent sur MediSpring, bientôt un autre logiciel, et ça permet de mutualiser énormément de moyens pour justement réduire suffisamment les coûts que pour nous permettre de développer des logiciels qui soient beaux, qui soient agréables pour vous. Démonstration. Alors normalement, j'ai le câble qui arrive jusqu'à mon ordinateur, qui permet de faire la démonstration ici. Là, je vais devoir aller là-bas. Sans C'est toujours à ce moment-là qu'on croise les doigts. Est-ce que ça va marcher? Jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. J'ai quand même mis des slides après au cas où. La table bouge. Voilà. Bon. La résolution, ça va être... Ce qui est bien, c'est que ceux qui regardent par vidéoconférence, ils ont un bel écran. Ouais, donc, on va faire dans les caractères. Voilà. Et oui, après, on fait ce qu'on peut avec les projecteurs. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Après, c'est bien rempli. Les zones qui sont à disposition, peu importe. Donc, on a parlé des widgets. Les widgets, c'est vraiment ces éléments-là. Donc, quand vous entrez dans le logiciel, sur la page d'accueil, vous allez avoir différents blocs. Les rendez-vous de la journée, les données résultats de labo ici, le planning des choses à faire sur les différents patients, et la liste ici des différents patients qui ont été ouverts. Quand je prends, alors je peux directement cliquer sur un des patients ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une fiche administrative. Directement, lorsque je me suis branché sur mon patient, le logiciel s'est connecté aux différents services IELTS et MyCare. Donc, depuis hier, nous avons une certification pour tous les services MyCare, c'est-à-dire
l'IA-test, l'impact, l'assurabilité, le chapitre 4, le DMG, enfin absolument tout. On a mis en œuvre aussi les services e-health, de lien thérapeutique, de consentement. On a la connexion au hub, au réseau santé bruxellois, au réseau santé wallon, à l'Italie. Et on a ici une vue où on va pouvoir afficher un historique de tout ce qui s'est passé pour ce patient. Alors, c'est des patients que les développeurs utilisent, et donc c'est des contenus qui sont parfois un petit peu bizarres, mais pour chaque date, on va avoir un petit résumé qui va apparaître ici, et les éléments de soins auxquels ces contacts font référence. On va avoir sur la gauche, ici, les éléments actifs du patient, les antécédents, un traitement médicamenteux chronique, les allergies, le traitement médicamenteux chronique, il est là, que je peux afficher de diverses manières. Ça, c'est une vue qui est pour le patient. On va séparer par le moment de la journée. Comme ça, il voit au petit déjeuner tout ce qu'il peut prendre, tout ce qu'il va prendre ensemble. Et puis après, on a... Ah oui, ce patient-là, j'en ai pas. Donc, on peut aussi avoir des visions... On va avoir aussi des visions historiques où on pourra mettre... alors là, c'est des données de démonstration, c'est pas encore des données réelles. Où on va avoir, par exemple, pour les antihypertenseurs, que de telle date à telle date, on a prescrit tel antihypertenseur et puis on a prescrit un autre, etc., etc. Au sein de chaque contact, on a la possibilité, évidemment, de définir le motif pour lequel le patient est venu. J'ai une fracture. Quand vous allez commencer à taper, il va automatiquement faire une recherche dans la base de données pour trouver ce qui correspond. Et lorsque vous validez, en fait, la codification dont on a parlé précédemment, dont Michel a parlé, se fait automatiquement. Donc, les codes associés à ce que vous avez choisi sont ajoutés immédiatement. On avait parlé aussi un petit peu des éléments de soins. Alors, si ma souris veut bien fonctionner. Donc, pour chaque élément de soin ici, vous avez aussi la possibilité d'afficher les détails. Alors, parfois, c'est un peu touffu. Donc, on va faire des versions un petit peu plus simplifiées. Mais vous pouvez dire si l'élément de soin est actif, inactif, quel type d'élément de soin c'est. C'est là-dedans que vous avez la possibilité de voir toutes les codifications qui ont été associées automatiquement. L'idée aussi au niveau du logiciel, c'est de permettre d'avoir différents niveaux de complexité, c'est-à-dire que par défaut, les différentes fenêtres qui vous seront présentées seront soit très simples, avec peu d'informations, soit très complètes, pour ne pas dire complexes, où vous aurez vraiment la possibilité de très finement déterminer qu'est-ce qui va, enfin, spécifier tous les détails des différentes informations que vous aurez introduites. Dernière petite chose ici en haut, vous avez aussi les choses à faire pour le patient qui vont apparaître en haut de la liste, en haut de l'histoire. Un petit aperçu, alors évidemment le projecteur ne rend pas justice aux efforts qui ont été faits par les designers pour faire une très belle interface. Ça clôture la démonstration sommaire. Évidemment, je suis à vos dispositions après pour vous faire une démonstration complète ou pour répondre à des questions précises que vous avez. Je ne sais pas si on peut C'est tout les temps pour moi. Je crois que oui. On ira sur les questions dans quelques minutes. On a envie de finir ça. Comme ça, on pourra aller vers un débat. Ce sera sans doute plus intéressant. Aussi intéressant que vous puissiez poser vos questions. Donc, ce qu'il me reste à dire, c'est plus grand chose, je crois. Le calendrier. Donc, vous devez savoir qu'on avait pris la décision de se lancer dans ce projet dans le courant du mois de mai 2018, en espérant et en pensant que nous serions prêts au 31 décembre 2019. Donc, comme MediSpring comme Corylus et CareConnect a racheté Epicure, tout s'est précipité depuis le mois de mai,
mai-juin, et donc nous devions être prêts non plus pour le 31 décembre 2019, mais pour le 31 décembre 2018. Ce qui veut dire qu'on a perdu un an, en clair, et qu'il fallait absolument mettre tout en place pour au moins avoir un dossier médical informatisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier, puisque les migrations pourront se faire et Epicure reste utilisable jusqu'au 31 janvier 2019. Donc le timing, c'est véritablement le 31 janvier 2019, enfin, je dirais le 1er janvier qu'on a donné, en sachant qu'on commencera les migrations à partir du 15 janvier pour ceux qui sont sur Epicure. Pour ceux qui sont sur... Ah, bien calendrier, on voit combien non plus, enfin, heureusement je connais. C'est les prix, c'est tant mieux, on voit rien. Alors, pour Epicure, pour Précaire, les migrations se feront entre le 30 juin, donc je dirais le deuxième semestre 2019. Pour Jade et Opal, ça sera dans le courant 2020, voire 2021, en fonction des utilités. Alors, il y aura un module, au-delà du DMI infirmier, un module kiné. Alors, on a mis pour l'instant comme timing le 31 mars 2019. Ce sera peut-être le 15 avril, mais en tout cas, voilà. Les timings, en tout cas, qu'on souhaite mettre en place, c'est les 3 premiers modules véritablement indispensables pour notamment les maisons médicales qui sont pour le moment la priorité numéro 1, puisque les autres structures fonctionnent déjà avec quelque chose. Voilà, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Tu sais pas me mettre l'affichage normal, parce que déjà qu'on voit pas grand chose. Donc... S'il te plaît. Ouais. Alors, en ce qui concerne les prix, d'abord, on veut que ce soit accessible à toutes les structures. Donc, nous avons négocié, et on remercie notamment Antoine ici présent aussi, pour pouvoir travailler en équivalent temps plein médecin. Parce que vous savez que dans certaines structures, il y a des médecins qui sont à temps plein, en centre de planning, ils y sont que quelques heures. Et donc, si on devait multiplier 6 licences à 1210 €, je dirais par an, bah, ça veut dire qu'il de toute façon, ce serait même pas se le payer. Donc, forcément, c'est plus évitable. Donc, on va pouvoir travailler par équivalent temps plein médecin, sauf si le médecin souhaite utiliser, je dirais, à mi-temps dans sa maison médicale ou à mi-temps dans son centre et à mi-temps chez lui, la même chose. Bah, alors, à ce moment-là, il y a bien entendu une prime totale qui doit être prise en charge. Mais, je veux dire, c'est, un partage, du part-time, mi-temps, bah, ça fait 500 ou 600 de chaque côté. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je raconte. Il y a un prix pour les patriarches et pour les assistants, hein, donc ceux qui travaillent un petit peu moins, mais qui apportent encore toute leur expérience, de 820 €. Et pour toutes les autres formations ou toutes les autres fonctions administratives, autres fonctions, tant qu'il n'y a pas de module spécifique labellisé, il n'y aura pas de coût supplémentaire pour le moment. Ça veut dire un fille kiné, si, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de programme ou de partie de ce logiciel qui est labellisé par l'INAMI, ben, il n'y a pas non plus de cotisation qui est demandée par rapport à ça. Et alors, il y a un coût pour les médecins généralistes spécialistes, one shot, je dirais, d'installation unique, qui est de 300 € par équivalent temps plein médecin. Et si vous êtes chez Précaire, de 150 €, puisqu'il y a certaines fidélisations qui existent. Les exigences techniques, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est sur PC, sur Mac, sur tablette, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est n'importe quel support. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre machine, si ce n'est, je vous disais tout à l'heure, votre clé d'encryptage. On donne quelques caractéristiques techniques. On conseille le navigateur Chrome. On donne quelques caractéristiques techniques si vous devez changer votre PC. Donc, c'est-à-dire qu'avant de commencer à changer tout, utilisez d'abord le programme. Si c'est un peu trop lent et que c'est votre machine, ce qu'il faut surtout, c'est une ligne Internet ADSL Pro ou haut débit. Ça, c'est indispensable, c'est intéressant, c'est important, puisque forcément, on travaille avec un système de cloud où il faut une ligne Internet à haut débit qui puisse permettre de le faire. On donne les quelques caractéristiques techniques qui sont nécessaires si vous devez racheter une nouvelle machine. Voilà. Si c'est pas le cas, commencez déjà avec celle que vous avez, vous verrez ce que ça donnera par rapport à ça, ce qui est nécessaire. Même chose en termes de tablette. Ce qui est important de dire aussi, parce qu'on a entendu beaucoup de choses pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de serveur. Si c'est un système cloud, il n'est pas nécessaire de remplacer votre serveur dans votre maison médicale. Il y en a plein qui disent, on va acheter un nouveau serveur. En tout cas, pas pour le système Topaz, c'est pas nécessaire. Je ne dis pas que si vous avez des serveurs de fichiers, autre chose, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on vous conseille, pour le moment en tout cas, de ne pas installer de serveur sur place dans votre structure
pour justement éviter des doubles systèmes de synchronisation qu'ils pourraient avoir, qui pourraient, eux, amener une série d'ennuis. Et, vous disait très bien Antoine, ne garantit pas à ce moment-là que de temps en temps, il n'y ait pas un bug. En tout cas, il ne s'en mêlera pas. Donc, lui, la responsabilité qui l'incombe, ben, c'est d'une machine vers le cloud. Et donc ça, c'est totalement assuré. Donc on vous conseille, en tout cas dans un premier temps, de absolument pas un site serveur. On verra dans les 3 mois, 6 mois, si jamais il y a des difficultés. On vous fera pas, mais en tout cas pour l'instant, ne changez rien ou de toute façon, vous pourrez réutiliser éventuellement le serveur que vous avez actuellement, si Precare est situé dessus ou si Epicure est situé aussi sur ça. Voilà. Bon, on a mis voilà, SMG, la vision et le soutien qui nous soutiennent également comme l'autre projet mené aussi par des coopérateurs médecins qui est MediSpring, donc qui sont les deux grosses, les deux gros logiciels pour le moment qui sont entre guillemets en concurrence, puisque MediSpring travaillera aussi avec la plateforme IQ derrière en background, donc en back-end, pardon, et donc c'est lui, ce sera la même technologie qui sera derrière. Par contre, la philosophie transdisciplinaire, je pense, est nettement plus présente chez nous, ainsi que tout ce qui est aspect comptabilité, gestion des ressources humaines, etc., qui permet de faire un tout. Voilà ce qui termine notre petite discussion. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer au système de questions-réponses. Ceux qui sont sur Internet peuvent aussi, bien entendu, le faire. Moi, je propose peut-être qu'on rallume, parce que maintenant, on pourra ne plus voir, sauf s'il faudra faire une démonstration. Tout le monde se réveille. Et donc, voilà. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Et la parole est à vous. Je vais prendre de quoi noter. Si on prend plusieurs questions ensemble. Oui. Nous, pour le moment, c'est la Epicure, et donc j'entends bien que les migrations se font à partir du 15 janvier, mais est-ce qu'il peut y avoir des tests de migration déjà en décembre? Oui, donc en réalité, dès que vous avez marqué votre accord, votre adhésion, je dirais, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc c'est d'une part, on va vous envoyer une fiche technique parce que vous allez devoir désigner un coordinateur de la migration générale chez vous, un coordinateur technique, un coordinateur médical et un coordinateur, je pense, agenda. Verdenis, si je ne me trompe pas. Sur base de ça, chacun prendra contact avec, chez Topaz, un coordinateur spécifique. Il y a un médecin qui est Manu, Michel ou Benjamin qui accompagnera également le médecin pour voir les transferts de classification. C'est ça, si j'ai bien retenu? Oui. Enfin, donc, je vais mettre un tout petit mot là-dessus. Donc, ouais. Il y a une particularité d'Epicure, c'est qu'il y a une notion de classification qui est différente de la notion de classement par code ICD-10 ou ICPC, pardon, au niveau des éléments de soins. Et donc, il va falloir faire transférer ces données, mais comme chaque utilisateur d'Epicure utilise les classifications un petit peu de manière différente, c'est assez fourre-tout, comme c'est très souple, c'est comme des dossiers. Il faut vraiment voir comment est-ce qu'on va faire la migration de cette classification vers la classification d'entreprise. Ça, c'est un projet à faire qui est important. Même avant de donner un accord, parce que nous, pour faire notre choix à la maison médicale, on a envie d'avoir les deux visuels en migration. Oui. Est-ce que ça se fait? Alors, je vais vous dire que si c'est pour avoir celui de MediSpring ou bien celui de Topaz, c'est exactement le même script de migration puisque nous avons acheté le leur. Enfin, donc, ils nous le font. Donc, on peut le voir avec nos patients. Mais aujourd'hui, vous ne pourrez pas le voir parce qu'ils ne fonctionnent pas encore. Ils ont commencé les premiers tests, eux, en médecin solo, à ma connaissance. Donc, les médecins qui font partie du conseil d'administration, qui sont en bêta-testeurs aussi, sont en train de migrer maintenant vers MediSpring. Et ils sont vraiment bêta-testeurs. Ils ont fait énormément de tests sur des dizaines de bases différentes pour vérifier la validité des transferts. Mais bon, voilà, il y a encore de la découverte. Donc, je pense qu'effectivement, réalistiquement, ça va prendre quelques semaines avant qu'ils soient en vitesse de croisière pour les migrations. Nous, on pense faire une première migration, et on a discuté début janvier, avec une maison médicale pilote. Oui. Et puis après, les programmer pendant les week-ends, les 3 week-ends à dater du 14 janvier. Des 14-15, je crois que c'est 21-22 et 28-29 pour être prêt au 1er février, bien entendu. Je pense que malheureusement, ça va être très 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 compliqué de demander aux gens de MediSpring de faire une migration juste pour voir. Denis Lisa m'avait dit qu'en décembre, on pourrait le faire, mais ça... Oui, mais ils ont résolu énormément de problèmes. Alors, tous les gens qui sont sur ce projet, que ce soit Topaz, soit MediSpring, nous avons plus ou moins réussi le tour de force de faire un logiciel médical en 6 mois. Avec toutes les certifications MyCarnet, toutes les certifications IELTS qui nous avaient pris 5 ans avec les logiciels différents. Donc voilà, à un moment, il faut les laisser dormir un petit peu quand même. Oui. Et alors, en parlant de ça, les bêtises de l'un profitent à l'autre? Oui. Oui.
Ça va bien. Non, mais donc on a une seule base de code pour 80% du logiciel. Donc ça veut dire qu'un bug résolu dans une plateforme est résolu dans toutes les plateformes. Est-ce que ça passe par chez vous? Ouais. Et autre chose, est-ce que vous avez prévu une migration pour L-Swan? Donc la migration pour L-Swan est programmée pour fin décembre 2019. Donc, un an. Et par contre, MediSpring a prévu pour avril. Mais je sais qu'on pourra faire une très très bonne migration depuis L-Swan. Parce que les gens d'L-Swan sont super corrects. Que ce soit Philippe Cartenon, développeur, ou Johan Spinspain, le CEO de HDMP. Je sais que nous aiderons à faire en sorte que la migration soit la plus parfaite possible. Je ne pense pas que ça va poser de problème technologique. Enfin, je suis sûr que ça ne va pas poser de problème technologique. Mais bon, comme toute chose, ça prend du temps. Et typiquement, mettre sur pied une migration Epicure ou une migration Precaire parfaite, c'est un travail qui a mobilisé des équipes de développeurs pendant vraiment plusieurs mois. Coupe le projecteur. Donc, c'est quelque chose qui, ça va être un travail considérable à faire parce que j'ai connu des migrations du temps où on se concentrait sur un logiciel, les nôtres Epicure. On faisait toujours des migrations à 50% ou 60%. Là, que ce soit pour Precaire ou que ce soit pour Epicure, on vise vraiment la migration absolument parfaite. Et faire une migration parfaite, ça nécessite de gérer tous les cas un petit peu particuliers, et ça veut dire que ça prend un temps. Et pour L-Swan, ce sera la même chose, on visera une migration absolument parfaite. Et une migration parfaite, ça prendra de nouveau un temps fou, et donc il faudra prévoir entre 3 et 6 mois de développement, rien que pour que cette migration soit parfaite. Maintenant, si vous voulez faire des tests plus tôt, en ayant une migration partielle, et avoir les premières versions de la migration, du système de migration d'L-Swan, là j'imagine qu'on pourra tester plus tôt. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que MediSpring fait passer l'information qui serait faite fin du premier trimestre, que vous vous dites que ce n'est pas possible, alors que vous, pour L-Swan, migration, oui. Alors, nous, on a prévu, en tout cas, pour le moment, le système de migration. On essaie juste de comprendre. Je sais pas. Pour l'instant, nous avons un accord. Je n'ai jamais parlé avec Antoine, j'en ai jamais parlé avec Philippe Leblanc, j'en ai jamais parlé avec Tanguy Leclerc. Ça passe par vous, de toute manière. Non, on a une base. Après, chacun développe par au-dessus ce qu'il veut. Oui. Mais par la migration. Non, la migration. Il n'y a personne qui en a encore parlé du tout, savoir si on allait la mettre en commun ou pas. Donc, en général, on essaie de mettre un maximum de code en commun. La migration, on n'a même pas encore abordé le sujet, donc on ne sait pas si on va le faire en commun. Ça va que la migration, pour être clair, de MediSpring, c'est MediSpring qui a réalisé la migration d'Epicure, puisque Dujardin était présent, nous la payons. Bien cher. En tout cas, on la paye. Donc, vous inquiétez pas. Donc, par rapport à ça, chaque maison médicale qui fait, c'est pratiquement une année de logiciel qui va partir dans le coût de migration. Donc, pour L-Swan, on n'a pas encore d'accord avec eux. On n'a pas encore mis ça sur la table parce qu'on n'avait pas d'urgence en termes d'utilisation du programme par rapport au dossier médical. On n'avait pas de limite dans le temps. Donc, voilà. Donc, on ne s'est pas encore mis autour de la table pour savoir si on la faisait ensemble, si on mettait moyens ensemble ou bien si chacun a développé de son côté. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Si on est sous L-Swan, il vaut mieux avoir une année de Moi, je crois qu'il vaut mieux attendre et laisser. Nous, on met l'accent aujourd'hui, de toute façon, prioritairement sur le DMI et sur les 2 modules AFI qui naissent. C'est pour nous vraiment l'objectif parce qu'on veut le transdisciplinaire très rapidement. Je dirais, si vous êtes sur L-Swan, attendez un peu. Et je veux dire, dans un an, voilà, les choses seront mises en place. On va tellement devoir aussi courir aujourd'hui pour former les travailleurs parce que c'est une formation des travailleurs. Il y aura des formations en concernant l'utilisation de l'agenda, en fonction de l'utilisation de l'administratif, mais aussi en fonction des médecins qui vont utiliser le programme, etc. Plus des formations pour la facturation. Donc, je dirais, on a du boulot. Il y a toutes les migrations des maisons médicales qui sont déjà sur Precaire, qui doivent absolument passer, puisque la labellisation, c'est important, en 2019. Donc, si vous êtes sur la foi, je disais surtout ne changez pas pour le moment et laissez-nous un peu le temps de se mettre en place et dans un an, il sera encore temps de monter dans le train et la porte sera pas fermée. Je dirais. Oui, et si à un moment, effectivement, MediSpring commence plus tôt, vraiment, on n'en a pas encore parlé du tout. Je sais que c'est pas sur la table pour le moment. Ça reste forcément par vous. Non, absolument. Non. Après, chacun qui veut sur la plateforme. Mais très franchement, on va, à mon avis, se concerter et on travaillera probablement ensemble. Et donc, très probablement, quand ce sera prêt en même temps pour tout le monde. C'est l'avantage d'avoir la même plateforme. À partir du moment où un système de transfert a été réalisé, on ne va pas faire 2 fois un système de transfert différent pour les amener vers le même système de données. Ça n'aura strictement aucun sens. C'est pour ça qu'on paye MediSpring pour avoir le meilleur système de transfert Epicure possible.
Et on travaillera ensemble si on veut faire le système soignant le mieux possible. Peut-être un petit mot sur justement ces relations, parce que ça questionne beaucoup de gens, je comprends, hein, par rapport à MediSpring. Au-delà du fait que la majorité des logiciels existants actuellement arrivaient en bout de course, ça c'était, bon, ils étaient client-serveur, les technologies n'étaient pas assez de pointe, tout ce qui était encryptage, sécurisation, hébergement, ça n'a... Donc il fallait en fait le développer du nouveau, mais on a été, quand je dis on, c'est essentiellement des épicuriens, des épicuriens et ceux de précaires, échaudés par le fait qu'effectivement un gros partenaire, une grosse structure commerciale rachetait tout ça. Et spécialement des gens d'Épicure avaient déjà dû changer, je pense qu'ils venaient de Medigest, ils ont été rachetés, puis ils ont été sur Épicure, et paf, Kertonek rachète, et donc ils ont dit plus jamais ça. On a eu énormément de discussions, encore maintenant, moi je suis en contact très très fréquent avec Frédéric Certain et Tanguy de Thiers, et vu que c'est iCure le cœur, justement dans ce schéma que j'ai montré tantôt, ce sera la même plateforme et ce sera les mêmes hébergements, ce sera les mêmes bases de données. Donc on aurait pu imaginer d'arriver à un projet totalement commun. Alors c'est vrai qu'il y aurait des petites différences, qu'on appelle le front-end, donc de ce qu'on voit aux écrans, eux seront verts, nous serons orange, mais à part ça, il y a certains choix préférentiels qui ont été pris, soit chez eux, soit chez nous. Le gros point qui a poussé le délai, c'est qu'en fait, Elfone n'a pas continué encore un certain temps dans son état, précaire aussi, mais Épicure, alors qu'on avait imaginé qu'ils allaient arrêter les mises à jour et les développements à partir du 1er février 2019, non seulement ils arrêtent, mais ils ne le permettent plus qu'en lecture. Donc, vous ne pourrez plus encoder quoi que ce soit pour aucun de vos patients à partir du 1er ou du 2 février 2019. Donc, on est obligé de faire une migration encore. Donc, on était vraiment poussé dans le dos pour qu'au 31 janvier, tout Épicure soit passé chez MediSpring ou chez Topaz. Et donc, on a discuté pour la migration et ça semblait tout à fait irréaliste de faire 2 fois le même travail, surtout que Tactic était impliqué aussi. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à n'avoir qu'un seul logiciel? Et franchement, je le regrette. Et des gens de MediSpring qui sont plutôt cliniciens que impliqués au niveau du modèle commercial, du modèle économique, c'est que, échaudés comme ils l'ont été par Medigest, Épicure, Kertonek, ils veulent être propriétaires. Hein, et que donc il y a un système de coopérative avec des femmes, des actionnaires, etc. Et nous, on voulait être entièrement open source. Et là, il n'y a pas eu d'accord. Donc, on est concurrent de fait sur un marché qui est énorme. Donc, la concurrence est très loyale et très soft. On communique beaucoup. Et notamment pour la migration, là, c'est une collaboration totale. L'idée de pas mal de gens chez MediSpring avec qui je discute, j'imagine qu'ils t'ont dit la même chose, c'est qu'à terme, on va probablement aller dans une voie convergente et qu'il y aura des logiciels commerciaux et probablement 1 ou 2 logiciels de type non commercial au niveau du non marchand et du social santé. Eux visent plus en plus les médecins solo à l'acte, peut-être certaines maisons médicales à l'acte. Nous, quand j'ai plutôt, c'est pas exclusif. Nous, on vise plutôt les maisons médicales au forfait, mais pas que, et alors surtout tout l'ambulatoire social santé. Donc vraiment, la surface où on pourrait implanter Topaz est vraiment extrêmement large et dépasse largement Bruxelles et le domaine médical. Voilà, c'est en gros... Isabelle, et puis madame. Oui. Moi, j'avais une question. Vous avez, bon, c'est un logiciel social santé, hein, mais quand vous avez parlé des classifications, Oui. les classifications que vous avez citées sont apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est essentiellement santé. Et vous avez fait une démonstration dans laquelle tout ce qu'on a vu est santé. Comment est-ce que vous allez classifier pour le social et sur quelle base, hein, un accompagnement juridique, une médiation de dette, etc. Donc comment est-ce que vous allez faire la classification par rapport à ça? Et comment est-ce que vous allez faire? Et bon, ça, pour moi, c'est important par rapport à l'ambulatoire, hein, le lien avec ce que moi j'appelle les activités, un accueil, un soin, une prévention, etc. Puisqu'on sait qu'on a aussi des projets au niveau alors du recueil de données. Est-ce que c'est dans la partie reporting, ça, et que je ne l'ai pas identifié comme ça, ou est-ce que ça va être directement lié à la partie prestation ou prestataire? Et alors, effectivement, le secteur ambulatoire, c'est aussi du social, et si on veut effectivement avoir une vision globale du bénéficiaire,
comment est-ce qu'on va classifier à ce niveau-là? Alors, les classifications sociales, d'abord, il y en a quelques, elles sont beaucoup plus rares qu'au niveau kiné, médecin, infirmière. Il y en a quelques-unes qui sont validées sur le plan international. Bon, je pense au Bureau international du travail à Genève, il y a quelques classifications. Mais d'un autre côté, pas mal de structures existantes aujourd'hui ont développé dans le genre de classification. Ouais. Dans la classification de médecine générale, soit primaire, il y a un axe Z, qui est un axe social, avec toute une série d'items. Et si on imagine un système hiérarchique, on a par exemple problème de logement de premier caractère, on peut ouvrir hiérarchiquement en 2, 3, 4, 5 caractères. Et donc, même branche qu'on a fait nous avec protéines en gros. Voilà. Quoi. Et le groupe métier social est vraiment très très interpellé par ça. Et c'est vraiment, on a fait il y a 2-3 jours un chronogramme avec des deadlines pour chacun des groupes métiers et on leur a demandé pendant 3 mois de réfléchir aux problèmes de classification. Okay. Donc, je pense que le plus gros problème, et je pense que Philippe Corroy est là, c'est au niveau psy. Parce qu'il y a quelques classifications standards, dont aucun psy ne veut, dont moi non plus d'ailleurs, genre DSM et tout le bazar. Et donc, je peux comprendre les réticences, c'est vraiment des tiroirs, on les classe, et des schizo, par. Et bon, donc, il faudra effectivement, il y a dans la CISP quelques items, et là, on peut par exemple distinguer un diagnostic qui est une maladie nosographiée d'un symptôme et d'une plainte, et on peut rester à un niveau très très élevé, par exemple mal-être. Ouais. Bon, plus flou que ça au niveau psy, c'est difficile. En général, si on va voir, c'est que tout va pas très bien. Donc on pourrait mettre mal-être, tout comme un médecin pourrait mettre malade. Ça, ce serait vraiment ce qu'on appelle un hyperonyme, c'est-à-dire au-dessus d'une classification, vraiment le terme le plus. Et puis on peut descendre par niveau. On a demandé aussi aux psy de réfléchir pendant 3 mois, peut-être parce que eux, certaines cliniques SOAP, ben, ils ont peu de O, mais ils auront beaucoup de S, mais on n'est pas obligé de remplir le O. Et le A, ce sera un symptôme, une plainte, un AD. Les procédures, ça pourrait n'être que à revoir ou bien à ne pas revoir, et puis c'est tout. Mais le modèle sur le timing, donc pourquoi aujourd'hui on axe? Parce qu'économiquement parlant, il était important pour nous que certaines maisons médicales, on ne cache pas, qui étaient sur Épicure, puissent passer dans le nouveau système. Hein. Donc c'est la priorité numéro 1 parce que derrière ça, il y a aussi la labellisation et donc la prime télématique INAMI qui suit et donc qui permet de financer l'ensemble de la structure, il ne faut pas se cacher. Et qu'en plus, je dirais que JAD et Opal sont les 2 programmes qui avaient, entre guillemets, sont déjà dans une configuration cloud aujourd'hui et déjà avec une nouvelle technologie, pas aussi poussée que celle qui est ici, bien entendu, mais que ça sera plus facile puisque ce travail de classification a déjà en partie été fait et on va bien entendu intégrer tout ce qu'on fait comme boulot dans le cadre de l'interfédération ambulatoire notamment et avec vous. Mais donc le lien sera fait avec une activité pour qu'on puisse voir un accueil autant dans une maison médicale que dans un... J'avais encore une question, enfin plutôt un point d'attention, j'ai entendu que vous alliez développer une partie subside. Oui. Soyez quand même attentifs parce qu'on va développer la partie subside sur la plateforme MyCocof qui va devenir une plateforme régionale. Et donc, j'ai entendu que tu parlais effectivement de calcul, de factures, de soldes, etc., de quêtes justificatives, qu'on développe pas les 2 choses du même côté, puisqu'on va les faire chez nous. Donc, il faudrait qu'on se mette en lien. Et alors, il me reste toujours un point d'interrogation, ou plutôt une petite déception, c'est que nous, on a demandé l'accès à toutes les sources authentiques et on a reçu l'accès, les autorisations pour des MFA, registres, etc., avec des dossiers comme ça pour avoir l'accès aux sources authentiques. Mais évidemment, quand on reçoit l'accès aux sources, c'est pour nous, avec une série de paramètres, on doit dire qui va utiliser les sources, etc., dans notre administration. Or, dans la trilogie qu'on a sur RH, subvention et ce qui est le cadastre du personnel chez vos travailleurs, mais le cadastre de personnel qui sert à financer vos services chez nous, évidemment, les sources authentiques rapportent des choses en plus chez nous, dont les employeurs chez vous ne vont pas pouvoir profiter, alors qu'effectivement, on est dans ce rapport à 3. Et donc ça, voilà, ça reste pour moi une question de comment est-ce qu'on valorise ce lien là à un moment pour être sûr qu'on ne redemande pas 2 fois aux mêmes personnes la même chose. Voilà.
En tout cas, on y travaille avec les gens du CIRB pour le moment qui nous accompagnent justement par rapport à ça. Et donc, c'est un enjeu aussi important. Il faut savoir que le secrétaire social a accès à certaines sources authentiques, eux. Et donc, comme on travaillera avec eux, certainement qui travaillent avec une association, on peut espérer aller chercher des informations par rapport à ce bilan. Mais avoir accès directement au registre national, je pense pas qu'on l'aura avec une ASBL telle que la nôtre, ça c'est clair. Mais bon, l'avantage c'est qu'il y a certains numéros qui bougent pas trop et le registre national, généralement, il bouge pas beaucoup. Donc, une fois qu'on l'a encodé, il est valable pratiquement jusqu'à la fin de ses jours, donc, je crois. Et donc, on est plus ou moins tranquille, je dirais, par rapport à cet aspect-là. Donc, on va essayer d'utiliser au mieux, en tout cas, pour que les gens ne doivent surtout pas réencoder 2 ou 3 fois des choses. Et bien entendu, même si la COCOF donne beaucoup de subsides, il y a beaucoup de subsides ailleurs aussi dans les structures. Et donc, COCOF, COCOM, communauté française, Région Wallonne, invite. Voilà. Ici, c'est que la plateforme soit régionale. Ça, c'est clair. Mais au-delà de la région, pour le moment, c'est Maribel, lui récompensé. Ben voilà, on en a une triplée dans tous les sens. Allez, donc, oui. C'est une question tout à fait basique de quelqu'un qui ne connaît rien en informatique. J'ai décroché à un certain moment de l'explication qui était très claire. Et la différence entre un logiciel et une plateforme. Parce que parfois vous parlez de plateforme. C'est des briques en fait. C'est comme des briques pour construire votre maison. Oui. Donc on va, quelqu'un qui est un entrepreneur, il va utiliser une baignoire, il va aller chercher quelque part. Oui. Il va utiliser des parpaings, il va utiliser des briques, il va utiliser un plancher, etc. Nous on fournit tous les éléments de base. Donc vous, c'est tactique. C'est la plateforme. C'est ce sur quoi on va construire, la base de quoi on va construire. Donc vous n'êtes pas uniquement le cloud, vous êtes aussi. On fait plein de briques différentes. On fait toute une série de briques qui sont complètement open source, gratuites, qui permettent d'accéder à tous les services e-santé. Que ce soit des mutuelles, que ce soit IELS, peu importe. Que ce soit du réseau santé bruxellois ou wallon. On fait un programme qui permet de stocker les données dans une base de données chiffrée. C'est, en gros, si on veut, c'est le socle de la maison. C'est vraiment une des choses les plus importantes. C'est aussi open source et gratuit. Et ces 2 briques-là, elles sont au cœur à la fois de Topaz et de Medispring. Donc, on a 100% de logiciels communs à ce niveau-là entre les 2 plateformes. Et puis après, on construit une autre série de briques. C'est vous avez vu une interface, il y a des petits écrans, il y a des parties. Toute cette interface, il y a une partie qui a été développée par nous et qui est donnée en open source à la communauté. Ça veut dire que n'importe qui, même Corridus, s'ils le veulent, peuvent reprendre les briques qu'on a données et les utiliser pour faire leur propre logiciel. Et c'est ce que fait Topaz. Ils utilisent ces briques, ils en développent d'autres qui servent à alimenter ce qui est disponible pour la communauté. La contrepartie, si on le donne gratuitement, c'est qu'on demande que les autres qui participent donnent aussi. Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre fait des briques supplémentaires pour cette partie qui permet de faire des interfaces, eh bien, il doit aussi les donner en open source à la communauté. Et donc, ces briques-là, Medispring ne les utilise pas parce qu'ils voulaient un logiciel fermé qui était à eux. Donc, ils restaient propriétaires et ils voulaient être sûrs qu'à aucun moment, quelqu'un d'autre allait pouvoir utiliser ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas l'esprit de notre projet. Notre projet, c'est de dire, partageons un maximum de travail, parce que le but, c'est quand même que les patients soient bien soignés. Et ça, c'est vraiment le but final. Et Jade et Opal utilisaient déjà vos briques? Non. C'est d'autres briques? Oui. D'autres briques où la sécurisation était moins importante que ce qu'on va amener aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Pour autant qu'ils y vont, mais ils y vont pas. Il y a une notification. Par exemple, dans Jade, aujourd'hui, la société informatique a l'occasion de pouvoir aller voir les données s'il y a une nécessité, etc. Ce qui ne sera plus du tout possible dans le cas. Ils ne le font pas, ils ont des engagements sur l'honneur qu'ils ont signés, bien entendu, avec leur employeur, etc. Mais comme dans beaucoup de programmes, comme dans tous les programmes jusqu'à aujourd'hui, l'informaticien est précaire aujourd'hui, n'importe qui sait aller n'importe qui, pour autant qu'il ait code d'accès, peut aller voir les données par rapport à ça. Tous les travailleurs de FIJAC aujourd'hui, voire même de la société informatique qui vient chez vous, peut le faire. À terme, ça ne sera pas possible non plus. Et alors, le développement de Topaz a été fait par des travailleurs, pas bénévolement. Donc, pour le moment, il y a 150 personnes qui travaillent autour de ce projet. Et à part certains coordinateurs qui étaient déjà là au moment de FIJAC, tout le monde travaille de manière bénévole ou c'est sa structure qui met à disposition les personnes. Les développeurs.
Je ne parle pas des développeurs, je parle des personnes qui font partie des groupes de travail. Les développeurs font partie. Alors, les développeurs font partie de différentes sociétés. Axel, dont on a parlé, la FIJAC, Tactique. Et donc, ça, c'est les ensembles, enfin, c'est différents groupes qui collaborent. Axel et FIJAC sont payés soit par des subsides, soit par les revenus de précaires, soit par les revenus de Jade. Ils existent, ils sont modiques, mais ils existent. 500 € par an, donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, voilà, ça va toujours 20 000 € par an. Ça permet de social, quoi. Voilà. des développeurs. Alors, pour le moment, nous, on le fait gratuitement, mais le but, c'est de gagner de l'argent, clairement. Et donc, la manière dont parce qu'on nous l'a déjà posé, alors j'attends pas qu'on me la pose cette fois-ci. Donc, le but de Tactique, à terme, c'est aussi de gagner de l'argent en proposant un service. Et donc, dans tout ce qu'on a mis en place, donc, on donne tout sauf une chose, c'est le système de stockage dans le cloud qui permet à tout le monde, à tous les cabinets séparés ou les maisons médicales séparées de partager de l'information de manière transparente. Et donc, ce service-là, on le facture. Tu veux que je vous donne le prix ou... On peut savoir, hein, c'est 20 € hors TVA par mois. 20 € hors TVA par mois, par équivalent temps plein. Voilà. Et c'est tout ce qu'on gagne sur ce projet. Et l'idée, c'est, dans ces enveloppes, de fournir de plus en plus de services à l'ensemble des prestataires de soins, donc mise à disposition de bases de données, de codes INAMI, de codes, bases de données médicamenteuses qui sont corrigées, qui sont améliorées, en plus du service de backup à distance, synchronisation et mise à disposition des serveurs dans le cloud qui permet, avec un téléphone ou avec une tablette, sans avoir une donnée locale, d'avoir accès à l'ensemble de l'information. Donc ça, c'est ce qu'on vend. Et tout le reste, on le donne. Et la raison commerciale derrière, c'est de se dire que si on n'a pas de clients, on va rien vendre du tout. Et que comme c'est assez compliqué à faire, autant faciliter la vie à nos clients, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour faire un logiciel et après, espérer qu'ils soient d'accord de signer avec nous pour stocker leurs données sur notre cloud. Et pour avoir accès alors aux données, quand on transmet des données d'une maison médicale à l'autre, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le patient doit émettre son accord ou bien... Alors, le médecin, on donne la responsabilité au niveau du médecin. C'est le médecin, à un moment, qui va avoir la possibilité de transférer tout ou partie des données vers la nouvelle maison médicale. Mais c'est un clic. Ça se fait en un clic, à partir du moment, si on veut partager tout, on prend le patient, on dit tout partager, nouvelle maison médicale dans tout le parcours. Et c'est juste ce patient-là qui va migrer d'une maison médicale à l'autre de manière complètement transparente. Parce qu'il existe déjà sur Bruxelles, la Belgique, un système de partage de données médicales. Le réseau de santé bruxellois, le réseau de santé wallon et l'Italie. Et ça ne fait pas doublon par rapport... Alors, c'est-à-dire que les objectifs sont différents. Dans le réseau de santé bruxellois, le réseau de santé wallon, on a des réseaux, les hubs. Dans les hubs, on a essentiellement des données qui sont des documents. On a des PDF. On a des kyriels de PDF qui arrivent de tous les hôpitaux, de tous les labos, etc. Et il faut commencer par lire 400 pages avant d'avoir une idée du dossier du patient. Il y a une exception, enfin, pour le moment, une exception de production qui sont les summaires, qui est un résumé très restreint du dossier médical, qui lui est structuré, qui permet de savoir qu'est-ce qui est une énergie, qu'est-ce qui est un traitement médicamenteux, qu'est-ce qui est un vaccin. Et il y a des extensions maintenant de ce summaire qui sont proposées, qui sont en train d'être mises en place. C'est le schéma de médication, pour avoir vraiment un schéma de médication complet, et le journal, qui sont en général des petites notes précises sur l'évolution qui ont été mises par des prestataires de soins. Et donc, mais c'est très lacunaire. Donc, d'un côté, on a énormément de documents absolument pas structurés. D'un autre côté, on a un petit peu d'informations structurées, mais qui couvrent un périmètre très restreint sur l'ensemble du dossier médical. Et ça ne suffit pas pour faire un dossier médical. La différence, c'est que nous, on propose un partage complètement transparent de la totalité du dossier médical structuré avec tout ce qu'il contient, d'un logiciel à l'autre qui sont sur la même plateforme. Et a fortiori, entre les mêmes logiciels sur la même plateforme. Mais des logiciels différents peuvent... Donc, MediSpring peut accéder aux données Topaz, peut accéder aux données iCure, peut accéder aux données d'autres logiciels qui rejoindront la plateforme. D'accord. Juste peut-être préciser, c'est que l'avantage de Topaz, c'est qu'on va pouvoir partager des éléments de soins et pas un dossier complet. C'est-à-dire que le patient pourra partager avec son médecin généraliste s'il a une fracture du bras,
je veux dire, avec son orthopédiste demain et avec le kiné. Si par contre il a une IST ou bien parce qu'il va faire un IVG, ben, il ne partagera pas nécessairement avec son médecin généraliste, il partagera peut-être avec le médecin de la maison du centre de planning, avec l'assistant social. Donc ça va permettre de pouvoir partager des éléments, ce qu'aujourd'hui ne peut pas faire Jade, par exemple. Jade, aujourd'hui, on partage tout le dossier ou on partage rien. Avec Topaz, on va pouvoir partager ce type d'éléments et c'est à terme le patient, c'est pour ça qu'on va travailler avec la LUS, donc la ligne des usagers social santé, qui vont vraiment nous épauler pour tous ces aspects-là, pour voir comment on intègre le patient à terme dans toutes ces réflexions. Parce que c'est véritablement ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le patient qui, à terme, détermine. On verra, le médecin, on passera d'abord par le médecin. Oui, je pense que Madame Pensi. L'aspect transdisciplinaire de Topaz, tout à fait paramétrable d'informations de soignant à soignant. Voilà, ce que Antoine a décrit, c'est la possibilité de transférer un dossier d'un médecin à un autre. Si le patient change de médecin. J'ai dit tout ou partie. Donc on est vraiment, on en aura ce choix même de médecin à médecin, mais en fait c'est, alors je dis médecin, mais en fait je pense toujours prestataire de soins. Et pour moi le patient est aussi un prestataire de soins sur sa propre personne. Il est acteur de sa propre santé et donc il n'est pas du tout exclu de ce schéma, mais il faudra des interfaces adaptées pour le patient et il faudra aussi une éducation des modes de fonctionnement de partage pour le médecin parce qu'il est probable que certaines choses ne devront pas être partagées avec le patient. Oui, est-ce qu'il y a un lien prévu ou un connecteur à mettre en place entre pour vous développer et Bruxelles? Bruxelles, pardon. C'est à Bruxelles. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Ah oui, donc les liens avec les hubs sont déjà actifs. On est déjà compatible avec la version 3 des hubs, qui est la nouvelle version qui s'appelle les C, effectivement. Et donc, on est en train de finaliser les 2 nouveaux modules disponibles dans les coffres-forts, qui sont justement le schéma de médication et le journal. Mais déjà, aujourd'hui, on a tout l'échange au niveau du FUMER et au niveau des documents dans l'ensemble des coffres-forts. Donc, à Brumette, en fait, je dis le réseau santé bruxellois parce qu'en fait, à Brumette, c'est le nom de la structure, comme, je ne sais plus comment elle s'appelle en Wallonie, la Fratem, je pense. Le réseau santé wallon et Vitalink. Mais c'est déjà fait, ça. On a déjà fait tout ça. Donc, il faudra qu'on discute, mais pas ici, puisqu'on nous demande, en tant qu'autorité, de cofinancer ça. C'est déjà fait. On finance, et vous, on va. Voilà, il y a un souci ailleurs qui pourra. Si vous voulez nous financer, nous plutôt que d'autres, non, pas toi. Nous. Parce que nous, on n'a pas d'objectif lucratif, toi, oui. Parce que nous, je rappelle quand même, contrairement à ce que Antoine, c'est une société privée, donc c'est normal. Nous, on s'est constitué en ASBL, justement parce qu'on veut que l'investissement permette de payer les coûts, bien entendu, de développement et de ce qu'on doit faire, mais que si jamais il y a un bénéfice, de réinvestir dans ces projets et dans nos projets à nous, voire dans les projets d'assos éventuellement demain, si jamais on pouvait convaincre aussi les milliers d'ergothérapeutes ou d'infirmiers à utiliser le même programme, parce que cette vocation, elle a une vocation aussi demain à éventuellement se dire, si notre produit est bien développé, est correct et fonctionne bien, il y en a peut-être d'autres qui sont intéressés aussi par ça. C'est rare les bonnes nouvelles d'apprendre que quelque chose est déjà financé. Tu vois, voilà. Oui. Après, ce sera madame et puis monsieur. J'avais une question tout à fait prosaïque, parce que tout le monde parle de migration, etc. Nous, on est un peu en dehors des normes, si je peux dire. On a un programme qui a été inspiré d'un programme qui était pour une maison médicale, donc dans un service de santé mentale. Je pense qu'on ne devra pas tout faire migrer vers Topaz, mais c'est clair que nom, prénom, tous les cas, toutes les données administratives pour la facturation mutuelle, etc. Donc on est en FileMaker Pro 12, je crois. Est-ce qu'il y aura moyen de faire un quelque chose? Ne vous inquiétez pas, Luxtain va s'occuper de vous, c'est un spécialiste de FileMaker Pro, donc lui, Luxtain va être fou parce que lui, il adore ça, donc vous inquiétez pas. Luxtain, c'est le directeur de la société tactique. Hein, Axel, pardon, il a une septantaine d'années et il travaille en FileMaker Pro depuis 25 ans, je crois. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, il organisera avec vous cet aspect-là des choses. Il n'y a pas de problème. Non, je trouve que c'est à envisager de
maintenant, parce qu'effectivement. Non, mais ça sera. Mais pour des cas particuliers de ce type-là, quand la base est structurée, c'est assez facile de pouvoir la transférer. Donc voilà. Si la base, c'est un fourre-tout et qu'on tout est mélangé, alors là, ça devient particulièrement compliqué. Mais sinon, là, on fera une migration ponctuelle en disant quel élément va sur quel élément. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre en place. Oui. Moi, en tant qu'accueillant, je voulais savoir, comme vous disiez, que le dossier, en fait, le patient peut passer d'une maison médicale à une autre. Ma question est, est-ce que c'est uniquement le dossier médical? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue administratif. Est-ce qu'on doit continuer, on continue à ce moment-là à faire, par exemple, le transfert des documents de médication? Ou alors il suffit également en un clic au niveau de la facturation au forfait, les étapes à faire vis-à-vis des mutuelles devront être faites. Simplement, elles sont automatisées dans la gestion de facturation au forfait de Topaz. Et par contre, ce qui est très avantageux, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en compte quand on gère toutes ces périodes de facturation, c'est tout l'historique aussi d'assurabilité du patient. Et ça, cette information-là est transmise automatiquement. Bon, indépendamment du fait qu'elle est transmise automatiquement, on a aussi la possibilité de la vérifier en faisant appel à des services de MyCareNet et de venir synchroniser l'historique d'assurabilité du patient avec les données qui sont connues des mutuelles. Mais indépendamment de ça, toute l'information qui était dans le logiciel au niveau administratif est aussi transmise de manière, n'est même pas transmise, est rendue disponible vers la nouvelle maison médicale. Il n'y a pas vraiment de transfert. Mais les documents restent pareils. Mais les documents au niveau de MyCareNet sont les mêmes. Ouais. On va aller sur Internet une seconde parce qu'il y a une question sur Internet et puis après on revient pour vous. Oui, Michael. Et ce sera automatiquement, il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus de CD-ROM, ce sera directement électronique. Ah, voilà, avec la nouvelle facturation au forfait qui arrive. Oui, Michael. Nicolas, le logiciel permet-il de gérer de façon conjointe un certificat privé et ou certificat de proof pour l'utilisation de certains services tels que par exemple le contrôle de l'assurabilité? Alors, donc, on gère déjà, enfin, la gestion avec groupe est déjà assez poussée, on l'a à différents niveaux. Alors, elle est gérée à deux niveaux, au niveau des certificats IELTS et au niveau même de la cryptographie, parce que quand je dis que toutes les données sont chiffrées, ça veut dire aussi que parfois, ça peut poser problème quand on a quelqu'un qui rejoint la maison médicale. Donc, on a le choix de partager en fait des données directement avec la maison médicale. En général, ça va être moins de données, des données beaucoup moins confidentielles que celles qu'on va partager de prestataire de soins, enfin de médecin par exemple à médecin, parce qu'elles seront disponibles pour tout le monde dans la maison médicale. Mais on a cette possibilité-là. Donc, au niveau même des certificats qui permettent le chiffrement, on a la possibilité de partager avec la maison médicale. Au niveau des certificats IELTS, on gère des multiples certificats, c'est-à-dire qu'on gère non seulement les certificats du prestataire de soins, le certificat de la maison médicale, mais aussi tous les certificats qui forment l'historique des certificats qui ont existé, que ce soit pour le prestataire de soins, la maison médicale ou d'autres, qui permettent en fait aussi de déchiffrer des messages qui arrivent par la IELTS Box et qui ont été envoyés avant, dans le passé, qui doivent être décryptés, donc pour lesquels il faut utiliser les vieux certificats pour la décryption. Donc, on gère autant de certificats qu'on veut et pas seulement deux niveaux. J'en profite pour dire que nous espérons toujours avoir notre certificat pour les centres de planning, notamment, qui n'ont pas de certificat IELTS aujourd'hui, et les centres de toxicomanie, je pense, non plus. Et donc, il y a vraiment que les maisons médicales et que ça nous posera vraiment un problème à terme. C'est qu'aujourd'hui, pour l'utilisation de JAD, par exemple, les certificats, on doit utiliser le certificat du médecin, pour autant qu'ils veulent bien le donner, et à terme, certainement qu'il ne donnera plus. Donc, on va devoir vraiment absolument trouver une solution par rapport à ça au niveau technique et au niveau de la loi surtout. Mais ça dépasse bien la réunion d'ici. Monsieur, vous souhaitez poser une question. Moi, c'est concret, par exemple. Un petit peu plus fort, parce que sinon, il ne va pas vous entendre. Ah, pardon. Si un médecin veut consulter les données en fait, depuis la maison médicale, mais aussi depuis chez lui, concrètement, ça se passe comment en fait? Il peut les consulter où il veut, du moment qu'il a sa clé d'encryptage sur son PC, il peut les consulter de n'importe quel endroit où il se trouve. Mais il a besoin d'une donnée locale sur son PC à la maison, par exemple. Il a besoin de sa clé. PC, sur son téléphone, sur sa tablette, et il doit à un moment avoir la clé qui lui permet de déchiffrer les données. Donc il est seul propriétaire. Non.
Et l'autre question, c'est, avant de venir ici, on a entendu parler d'une sorte, peut-être que nos équipes, on n'a pas bien compris, une sorte d'échéance pour précaire. Que précaire ne serait plus mis à jour, quelque chose comme ça. Comme vous parlez de migration, pour précaire, non, donc EPQ ne sera plus mis à jour à partir du 31 janvier. Ce qui concerne Précaire, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les forces de développement sont sur Topaz. Et donc, on fait le strict nécessaire par rapport à la mise en conformité et qu'on ne va plus commencer à développer d'autres produits non précaires actuellement. Parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et donc, c'est clair que le choix a été de dire, bah, on a engagé 3 développeurs, je pense. Il y en avait 3 ou 4 existants. Il y en a 2 qui nous ont quittés pour des raisons personnelles. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on a décidé de mettre l'ensemble des moyens sur Topaz. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on assure le strict minimum de précaires pour qu'ils puissent continuer à vivre. Mais je pense que la dernière évolution, c'est sur Vitaling, je pense. Oui, elle va arriver tout prochainement, mais si vous n'êtes pas concerné, voilà. Et donc, pour le reste, on essaye de limiter au maximum le helpdesk, je ne vous cache pas, et de limiter au maximum tout ce qu'on peut encore développer. Et puis, on va passer dans un nouveau système, et notamment en termes de helpdesk qui va être totalement différent, puisqu'on va pouvoir avoir quelqu'un au téléphone et on va avoir des heures d'ouverture beaucoup plus grandes. Et donc, voilà, on veut donner une réelle dynamique aussi par rapport à Topaz, parce que bon, on n'aura pas que des gens de maison médicale, il va y en avoir d'autres qui travaillent à des moments différents. Donc, on va véritablement élargir un peu notre projet. Si vous devez projeter à moyen terme, vous direz que Précaire elle sera terminée au 31 décembre 2019. C'est clair que ça sera terminé au 31 décembre 2019. Ce jour-là, on va débrancher la prise. Et puis voilà, donc, le serveur sera terminé. Et donc, ça veut dire aussi que pour ceux qui utilisent la facturation de Précaire, avec Elswan ou autre, ben, ils pourront continuer à utiliser la facturation pendant l'année 2019. À terme, certains nous ont dit on voudrait bien utiliser Medispring et la facturation de Topaz. Ça ne sera pas possible. C'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. C'est juste une bête question, mais voilà, du coup, j'imagine qu'avec Topaz, il n'y aura plus la possibilité d'utiliser que la facturation agenda comme il y avait avec Précaire à l'époque. Non, il y aura une facturation type qui se permettra de le faire, donc ce ne sera plus un module séparé qu'on peut choisir ou ne pas choisir. D'office, on prend les dossiers. On prend le package global. Ce que je disais il y a 2 minutes, c'est que voilà. Sinon, bah, il faut savoir que ça demande une maintenance derrière, pas possible de pouvoir dire celui-là, on prend le package ou on prend rien, entre guillemets. On prend l'ensemble du projet. C'est aussi une question de facturation, parce que si après vous voulez payer Topaz et Medispring et avoir 2 fois le prix et 2 fois le logiciel, ça marchera probablement très bien ensemble. Mais bon. C'est dommage. Oui. Moi j'ai une petite question. Quand on transfère un dossier à une autre structure, qui le demanderait, je suppose que les notes personnelles, les notes parlementaires personnelles ne sont pas transmises à une autre structure. Parce qu'il y a 2 cases où on peut encoder. La note personnelle reste personnelle. Le patient demanderait son dossier. Bien sûr, oui. Il y aura même la possibilité, comme il y en a appliqué maintenant, de crypter, même pour ses collègues. En tout cas, parfois, le patient dit, bon, ça, je tiens à vous, je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Donc, je dis qu'il y aura même possibilité de crypter certaines données personnelles, même par rapport à une structure à l'intérieur de celle-ci. Donc, un patient qui dirait ça, j'ai pas envie que tout le monde le sache, même si je suis connu ici, il y a moyen de crypter et que seul l'encodeur a accès à ces données-là. Excusez-moi, on n'entend pas la réponse. Donc, il pourra crypter uniquement ces données, il n'y a personne d'autre que lui qui aura accès, il ne pourra pas le transférer à quelqu'un d'autre. Voilà. Il pourra le transférer ou pas. Très précis à ce niveau-là, par défaut, dans IQOR, dans la plateforme IQOR, on ne donne accès à rien, à personne d'autre que soi-même. Et simplement, ce serait trop fastidieux pour chaque chose de dire je partage avec machin, machin, machin. Donc, on va définir des règles qui sont personnalisables par maison médicale, par médecin. Et ces règles, par défaut, c'est je partage avec les médecins les données médicales, je partage les données confidentielles avec personne. Ça, c'est les règles par défaut. Ces règles par défaut, vous pouvez les changer, c'est jamais que des règles. Et au cas par cas, vous pouvez décider même qu'une donnée que vous considérez comme non confidentielle, vous n'avez pas envie de partager, vous ne la partagerez pas. Ou vous pouvez décider de partager une donnée confidentielle si vous estimez qu'elle doit être partagée.
Voilà, je crois que tout le monde est sur le départ. Donc, si vous avez encore des questions, on est encore ici, donc vous pouvez les poser. Je remercie tous ceux qui étaient sur le net et toutes les personnes qui étaient là. J'espère qu'on vous a apporté les éclaircissements souhaités. Et si vous avez besoin, j'ai quelques cartes de visite. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Denis éventuellement si vous souhaitez une présentation. Denis Lizen qui est aussi ici présent. Merci. Même si quelques, on va dire.